Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7, un épisode en compagnie de l'équipe habituelle du Studio 7. On va commencer par faire un petit tour. Bonjour tout le monde, bonjour Frigo, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va plutôt bien. Ouais. Période de l'année que tu kiffes? Trop. Ouais. Ouais, vraiment. Tu vas nous dire ça très rapidement. Ouais. Puis bon, on va pas redonner tout ce qu'il y a à donner. Si vous voulez avoir tous les réseaux, vous écoutez jusqu'à la fin. Et comme ça, on gagne du temps. Et on va vite sur ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse. Pauline aussi, toujours avec nous. Bah ouais, toujours là. Toujours avec ma voix cassée, désolé pour ceux qui nous écoutent. Mais une première victoire. C'est vrai. Je suis heureuse du coup aujourd'hui. Ouais. Tu vois, elle disait, on sait jamais... Enfin, comment dire? Elle disait oui, c'est au bout du 5e, j'ai toujours pas gagné. Je commençais à me faire une petite retraite spirituelle. Bah, pas loin. Ouais. Là, on est bon du coup. Ouais. Bien joué à toi. Louis, toujours avec nous, le loulou tiré du 8 McDuck national. Comment il va? Ça va très bien, et toi, ça va? Ouais, ça va plutôt bien. Ouais, moi je suis très content. Un peu froid, mais on arrive à la période de l'année que j'aime bien. Ouais, ça se rafraîchit un peu. Ouais, un peu. Ouais. Alors, je m'excuse un petit peu, mais Frigo et moi, on est un peu enrhumés. Donc si on a nos voix... Hein? Ouais. Si nos voix, si on dit des B au lieu des M et des trucs comme ça, c'est dans le thème après. Hein. Mais bon, voilà, on s'excuse un petit peu au cas où. Ouais, ça devrait aller, je pense quand même. Ouais. Et puis du coup, moi, DK, toujours là. Comment vas-tu? Bah, ça va plutôt bien. Moi, je trouve qu'il fait pas si froid, mais c'est parce que je crains pas trop le froid. Ouais, je pense. Donc voilà. Parce que tu sors pas de chez toi aussi, je pense. Ah, c'est vrai. L'attaque fait mal, mais c'est légitime. Écoutez, nouvel épisode, donc évidemment, épisode sur les fêtes de Noël. Après l'animation, on enchaîne avec les fêtes de Noël. Bon, c'était pas très compliqué de deviner, hein. On est sur un truc assez basique. Écoutez, avant ça, on va peut-être faire un petit retour sur l'épisode d'avant, du coup, sur l'épisode d'animation. Frigo, tu veux nous dire un petit peu, très rapidement, ce que t'as pensé des films et pourquoi t'as choisi ce vainqueur? Eh bah, faut que dire. Déjà, j'ai pu découvrir la rotoscopie, chose que je connaissais vraiment pas du tout. Après, c'était vachement dur comme l'ancien de trouver un gagnant parce que, enfin, en vrai, quand tu vois la charge de travail qu'il y a eu sur Loving Vincent et puis même genre l'animation comme elle est faite, tu vois, genre c'est. Et oui, du coup, cette animation. Ouais, franchement, j'ai vraiment aimé. Puis je trouve ils ont très très bien utilisé du coup la manière de peindre à Van Gogh. Ouais. Enfin, après, je connais pas non plus toutes ces étoiles, etc. Mais je trouve que ça paraît quand même d'être très fidèle. Et je trouve que c'est vachement cool. Par contre, je pense avoir quand même plus aimé la rotoscopie du film de Pauline, du coup, dans Scanner Darkly, qui m'a fait un peu penser à GTA Chinatown Wars. Ah ouais? Super accent anglais. Ouais, qui est un peu dans ce style-là. Je vois ce que tu veux dire. Il était vu de dessus, un peu cartoonesque. Et disons que la tête de Keanu Reeves, elle ressemble vraiment énormément au personnage dans ce GTA-là. Donc du coup, ça m'a déjà pas mal attiré l'œil. Et après, bon, le film de Louis, en vrai, de vrai, il est très très bon. Vraiment. Enfin, dans tous les cas, allez voir les 3 films parce qu'ils sont tous très très bons. Alors, répète les noms des 3 du coup. Alors, on a Loving Vincent, Scanner Darkly et Pauline. Le grand méchant renard. Pour Louis. Pour Louis, ouais. Et c'est très sympa, mais je trouve que ce qui est dommage, tu vois, c'est qu'ils ont pas assez, entre guillemets, exploité l'aspect théâtral du truc, tu vois. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et je trouve que c'était un peu dommage, parce qu'ils auraient peut-être pu réussir à jouer un peu plus avec des fois des profondeurs d'image ou la mise en scène où ils s'adressent directement au public, tu vois, par exemple, un peu plus poussé, ça aurait été peut-être un peu plus cool à certains moments, tu vois. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, sinon, non, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est une bonne VF, honnêtement. Les doubleurs, ils sont... Enfin, contrairement à ce que tu peux avoir l'habitude de voir en animation, je trouve, les doubleurs, ils ont des voix quand même assez caractéristiques comparé à ce qu'il y a maintenant. C'est de la création de voix, c'est même plus du doublage à ce moment-là, c'est de la création de voix. Ouais, t'as vu le générique de Mario, hein. Enfin pas le générique, mais si, la bande-annonce de Mario. J'ai trop envie de le voir d'ailleurs, parce que vraiment ça a l'air d'être super. Mais sauf qu'en général, tu vois, quand t'as genre du doublage ou justement juste de la voix dans les trucs d'animation, et là je parle peut-être un peu trop d'animé, on va dire, souvent c'est plat. Enfin, comparé à avant où c'était vraiment des voix un peu bizarres et tout, maintenant c'est assez générique et je trouve ça dommage. Et dans celui-là, c'était pas le cas, c'était très bien. Mais je trouve qu'il y a un petit manque quand même d'exploitation du théâtre, entre guillemets, dans ce truc-là, quoi. Je vois très bien ce que tu veux dire.
Et du coup, moi je me souviens que Louis disait que la troisième partie, celle qu'il avait un peu moins aimée, qui d'ailleurs parlait de Noël, donc c'est dans le thème. Et oui. Et du coup, toi, c'est laquelle que t'as préférée? Sans trop en dire, parce qu'il y a pas de gens qui l'ont pas Je pense que c'est la deuxième, honnêtement, que j'ai le plus aimé. Ouais, c'est la plus drôle, je trouve. Ouais, franchement, je trouve qu'elle était plutôt marrante. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez des questions vous, sur vos films par rapport à Frigo? Non, ça va. Non. Moi, déjà, j'en avais juste une. T'avais dit que tu passais un peu à côté de Van Gogh dans l'épisode d'avant, que t'avais vu un truc de lui, une peinture, et que du coup, ça te passait un peu au-dessus. Et je me demandais, est-ce que le film, du coup, il t'a redonné un peu intérêt pour Van Gogh et... Bah, honnêtement, ouais. Enfin, en fait, déjà c'est comparé à, entre guillemets, l'enseignement que t'as en histoire de l'art ou quoi, de Van Gogh, déjà, ça démystifie le personnage. Mais vraiment, t'as l'impression réellement d'entendre parler de quelqu'un et que c'est pas juste, oui, le vieux fou qui vivait dans un tonneau et qui s'est coupé l'oreille, tu vois. Ouais. Déjà, en fait, c'est hyper débile à dire, mais j'ai été surpris limite que le premier truc qu'on me dit, c'est oui, ce mec était dépressif, tu vois. Ouais. Et c'est le genre de truc que t'entends jamais quand on te parle de Van Gogh. C'est le tout premier truc. Parce qu'au début, Armand, je crois que c'est son nom, il est vraiment en mode c'est un fou, quoi. Ouais, mais au final, après, quand tu poses la première question, tu comprends vite qu'en fait, le mec, il était pas fou, il était juste, depuis tout petit, le mec, il était en train de lutter contre lui-même pour rester en vie, tu vois. Et je trouve que déjà, c'est aussi un peu, je pense, le point du film, mais tu le prends. Je sais pas, t'es vite touché, en fait, par, du coup, le personnage de Van Gogh au-delà de ses œuvres. Et du coup, ça te pousse la curiosité, en fait, à aller voir ce qu'il a pu faire, ou peut-être même comment il l'a fait, à quel moment il l'a fait, tu vois. Ouais. Et vraiment super cool. Et je tiens à dire que Hélène McCrory, vraiment, quel banger. Normalement, ma rotoscopie, elle est trop stylée, cette femme. Paix à son âme, malheureusement. Ouais. Et je crois qu'on a tout dit pour ce retour sur cet épisode précédent. Ouais. Juste un petit point sur l'épisode précédent aussi que je voulais dire. On avait parlé de Apollo 10,5. Oui. Et du coup, il est sorti et avec Pauline, on l'a vu. Et juste pour vous dire que c'est vraiment très très bien. C'est vraiment bien, ouais. Allez le voir. Et d'ailleurs, il est sorti il y a un moment. Je crois qu'il est sorti en avril. Donc vraiment, on était passé à côté. Et c'est bien de la rotoscopie. Parce que dans l'épisode, je disais que j'étais plus sûre et tout. Et oui, c'est bien de la rotoscopie. Donc, Frigo, toi qui a été un peu tombé amoureux de la rotoscopie, si tu veux regarder un truc sur la rotoscopie, regarde Apollo 10,5. C'est sur Netflix. Ouais. Et vraiment, c'est peut-être un des meilleurs films de l'année. C'est une adaptation de livre aussi ou... Non, pas du tout. C'est une histoire originale. Non, en fait, je pense que c'est un peu basé sur des souvenirs de Linklater, etc. Oui, c'est basé sur ses souvenirs face à l'alunissage en 69, je crois. C'est pas ça? En fait... Il était né, lui? Ouais, c'est ça. Je sais pas quel âge il avait, mais je suis pas sûr que ça colle très bien. Je sais que c'est tiré de souvenirs d'enfance. Oui, Est-ce mais que c'est de lui ou pas? Je pense que c'est un peu remanié, on va dire, pour coller à ce contexte-là. Mais en gros, c'est... oui, donc à la période du premier alunissage en 1969. Et c'est un petit garçon qui vit tout ça. Et en fait, à travers les rêves du petit garçon qui rêve aussi d'aller dans l'espace et tout, on comprend tout ce qu'a pu vivre cette génération avec ce truc incroyable qui s'est passé. Et donc, en gros... lui, il a des fantasmes qu'il est allé dans l'espace avant la mission Apollo 11 en test, mais que personne ne le sait parce qu'il fallait pas dire qu'un enfant a été envoyé dans l'espace. Et c'est hyper mignon, c'est hyper touchant. Il y a tout l'aspect familial où ils se réunissent tous devant la télé parce qu'il y avait l'importance de la télé, des émissions télé aussi à cette époque-là qui étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui et où c'était vraiment du coup l'événement familial en mode on se pose devant les émissions télé. Et donc vraiment, je recommande chaudement. Ça joue à fond sur la nostalgie. Du coup, je viens de vérifier, Linklater a 62 ans. Franchement, je trouve qu'il fait quand même plus jeune, mais... Ouais, il fait plus jeune. Ouais. Et donc, peut-être parce qu'il a encore des cheveux. Et donc, il est dans 60, donc il avait 9 ans. Ah, donc ça peut coller, parce que le gosse, il a 10 ans, en fait. Ouais, donc ça colle très bien, en fait. Okay. Je viens de repenser au Scanner Darkly, qui, du coup, s'est adapté d'un livre. J'ai un peu essayé de faire des recherches, parce qu'à la fin, il y a un petit encart... avec en souvenir de... Ouais, attention, on n'a pas de spoil, mais là ça va du coup. C'est juste, ça parle en souvenir de personnes qui ont visiblement existé, je ne sais pas trop. Et alors, je sais pas si tu as pu faire des recherches ou si tu es renseigné là-dessus. J'ai pas réussi à trouver si c'était référence à un truc du livre ou si c'était des personnes qui ont réellement existé. Je pense que c'est des personnes qu'il doit connaître. Oui, ça doit être dédié à des personnes peut-être de son entourage et c'est pour ça que son oncle, que tu peux pas trouver parce que c'est peut-être des gens qui sont pas connus. Juste, ok.
Non, parce que j'ai un peu fait mes recherches et je suis tombé sur le site le plus fiable de l'histoire, qui est Wikipédia. Ouais. Non, ouais, moi je défends Wikipédia. Bah, sa biographie était tellement mal écrite que j'ai réussi à retirer aucune information du truc. Ah merde. Du coup, je sais pas, mais voilà quoi. Moi, j'ai pas vu le film, mais ça me semble être un peu comme certains films qui commencent genre pour telle personne, pour Joseph, tu sais, pour. Oui, une dédicace, quoi. Ouais, un truc très personnel, quoi. Mais voilà. Mais je l'ai pas vu. Bon. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bah écoutez, c'est magnifique ce retour. En plus, t'as travaillé, t'es allé refaire des recherches et tout. C'est incroyable ce que tu nous fournis là. Je sais. Merci. Et bah écoutez, c'est parti, les films de Noël. Peut-être une petite de musique de Noël en fond qu'on mettra. Juste comme ça, je le dis dans l'épisode comme ça, Frigo est obligé de le faire. Yes. Voilà, histoire de rentrer vraiment dans l'ambiance. Au moins tu l'entends pas en ce moment même vu que tu détestes Noël, ça c'est plutôt cool. Et du coup bah allez, on part pour la petite discussion sur le thème. Est-ce qu'on peut déjà commencer par Frigo, tu détestes Noël? Oui. Ok, le Grinch. Et du coup moins qu'Halloween. Pas plus qu'Halloween. Tu détestes non, vraiment Noël plus qu'Halloween. C'est un peu une hantise en vrai Noël pour moi. Enfin vraiment je comprends pas pourquoi, mais vraiment je déteste cette période de l'année. Mais du coup tu comprends pas pourquoi, y a pas d'explication. Honnêtement, j'ai beau chercher, je trouve pas. Juste, bah déjà, j'aime pas tout ce qui est fête en général, tu vois, mais je sais pas, cette période de l'année, elle me débecte. Déjà, il fait froid. En général, t'es malade, et je sais de quoi je parle. Ouais. Et je sais pas, Noël, quoi, y a rien qui. Ouais, y a rien qui me fait vibrer, je te jure. Frigo, t'es vraiment le Grinch, quoi. Ah ouais, vraiment. Enfin, en plus, tu vois tout le temps les mêmes films à la télé. Pourri là de Noël de meufs de 30 ans qui se sont pas mariées, du coup c'est le pire truc qui leur arrive dans la vie, genre ok, changer de disque, tu vois. C'est pour ça on va te présenter 3 beaux films, tu vois. Et bah j'espère. Bah oui. J'espère bien. Et en plus, si je ne m'abuse, t'es le seul de ta famille à pas aimer Noël. Ouais, donc c'est vraiment ah oui, chez toi c'est pas Noël. Dans le mood, ah ouais, quoi. non, c'est compliqué. Et vous aimez Noël? Bah, vas-y, Pauline. Moi je suis un peu dans la team aigrie de Noël. Genre évidemment quand j'étais petite je kiffais ouvrir mes cadeaux et tout. Mais plus le temps passe et plus ça me saoule de fêter ça tous les ans. Et après quand tu grandis, enfin ça dépend des gens peut-être, mais moi je suis passée dans la team qui préfère faire des cadeaux qu'en recevoir. Bah j'attends. J'aime bien... Après mon budget me restreint un peu aussi à ce niveau-là, mais... Non, j'aime bien, en gros, j'aime bien trouver des idées de cadeaux pour les gens, je trouve ça cool. Mais tout le côté célébration où pendant un mois avant, t'as que des trucs de Noël de partout dans la rue, genre l'aspect qui devient hyper mercantile aussi de toutes les boutiques qui te spamment de mails, promo de Noël, tous les trucs et tout. Bah ça me saoule vite. Ok. Donc la période en soi me saoule. Après, le fait de faire des cadeaux et tout, je trouve ça sympa, passer un moment en famille et tout. Voilà. Louis. Moi, je kiffe cette période. Ouais. Vraiment, moi, j'adore. Il y a un côté magique, peut-être un peu d'enfance, tu vois. Il y a peut-être un peu la nostalgie de l'enfance qui revient. Ta fête préférée? Non, peut-être pas, parce que en grandissant, je deviens un peu plus comme Pauline, tu vois, à avoir un peu trop l'aspect mercantile du truc. Mais j'aime bien l'aspect où on se retrouve en famille, à s'offrir des trucs et tout, ou même entre potes, pour ceux qui veulent pas fêter ça en famille, ça arrive, mais avec les gens qu'on aime en fait, tout simplement. Et moi j'apprécie assez ça. On bouffe, et ça c'est cool. Ouais, c'est vrai. Moi j'en peux plus des repas de Noël. Moi ça me fait rire. C'est interminable en plus. Bah en fait moi j'ai jamais fait de repas de Noël interminables. Moi c'était très chill en fait dans ma famille et tout, donc c'est ça aussi que j'apprécie. Chez McDo, tranquille. Pas McDo quand même, mais tu vois sais. c'est un peu. Et j'apprécie beaucoup les programmes télé depuis que je suis gamin. Noël c'est le moment où je regardais plein de films. T'as vu combien de fois Le Père Noël est une ordure? Mais même pas, tu vois, Frigo il disait que c'est tout le temps les mêmes films qui passent, mais moi à une époque quand j'étais petit c'était sur TF1 t'avais la saga Jurassic Park, ensuite c'était suivi de Gremlins, le lendemain t'avais Gremlins 2 suivi du Grinch, et après t'avais Maman j'ai raté l'avion. T'avais Maman j'ai raté l'avion, et du coup moi j'ai pu découvrir plein de films comme ça en fait. C'est vrai. C'est vrai qu'on parle beaucoup des films un peu qui ont le même genre, enfin qui sont tous un peu créés pareil, un couple qui se rencontre pour Noël, dans le magasin, puis à la fin ils fêtent Noël ensemble, ils sont amoureux, c'est beau. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres films, on va dire d'une meilleure qualité, qui ressortent quand même souvent pour Noël, quoi. Ouais.
Donc, c'est pas que ça. C'est un peu de ça dont on voulait parler dans cet épisode, justement. C'est d'éviter un peu les clichés de ces téléfilms de Noël chiants à mourir, là, M6 ou TF1, et de te proposer vraiment des films de Noël qui sont vraiment très très bons, quoi. Et toi, Deka, Noël ? Alors, j'ai été un gros aigri de Noël pendant longtemps. Et là, depuis 1 an, j'avoue que j'aime bien Noël, en fait. En fait, je crois que quand on est aigri de Noël, si on décide de dire bon, ok, je vais jouer le jeu et je vais me mettre dans Noël et qu'on joue vraiment le jeu, je pense qu'en fait on se met à kiffer. Je prends note. Non mais c'est vrai, par exemple, moi je sais que je faisais jamais rien pour Noël, ça me saoulait, les cadeaux, tu sais, j'en offrais pas, on n'offre pas beaucoup non plus. Enfin tu sais, et puis il y avait le truc aussi de bon, t'es grand, on va pas t'offrir un cadeau, on va te donner un billet, quoi. Ouais. Et ça enlève aussi des trucs un peu, je trouve, de la magie de Noël. Donc j'ai une théorie que les gens qui reçoivent des billets au lieu de cadeaux, en fait ils aiment moins Noël. Parce que ça enlève. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a de ça. Mais est-ce que l'argent, ça fait pas le bonheur ? Non, mais donnez-moi des billets, il n'y a pas de problème, je les prends. mais sur vraiment l'aspect de Noël. Et du coup, l'année dernière, je me suis dit, bon, allez, on va. Parce que bon, j'étais dans une relation avec quelqu'un qui aime énormément Noël, et disons que j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai acheté des décos de Noël, ma chambre, je l'ai mis en Noël, guirlande et tout. J'ai fait tous les cadeaux pour plein de gens. Désolé, autour de cette table, il n'y en a pas eu. Mais déjà, ça coûte cher. Par contre, c'est vrai que c'est un budget. Ouais. Mais donc voilà, puis tu sais, j'ai même forcé chez moi. Je me suis dit, bon, vas-y, on va mettre un sapin, puis on va vraiment tous se faire des cadeaux. Donc t'arrives quand même le jour, t'as plein de cadeaux sous le sapin. Il y a une ambiance, tu vois. Tu mets la petite playlist de Charlie Brown Christmas sur le fond. En fond, c'est un plaisir, tu vois. Et donc, je commence à aimer un peu Noël. Cette année, pareil, j'ai fait une petite déco dans la chambre parce que j'ai acheté des trucs, il faut les rentabiliser. Et bon, voilà, je trouve que quand on s'y prête un peu, ça passe mieux. Et parce que techniquement, il y a rien de vraiment repoussant dans ces aspects-là de Noël, tu vois. Non. Moi, il y a eu un truc aussi, c'est quand je me suis éloigné de ma famille pour mes études, le fait de revenir avec des cadeaux, je sais pas, moi, ça m'a donné un bonheur fou, en fait, de pouvoir donner des cadeaux, alors que ça faisait 6 mois que j'avais pas vu ma famille et tout. Ça, il y a un côté que j'aime bien aussi. Ouais, après, je sais pas, tout le monde a les vieux pulls moches, pas beaux. Et moi, j'aime les vieux pulls moches. Moi, je trouve ça drôle. Tout est kitsch, genre, vraiment. Ouais, alors. Je pense que c'est un peu la méthode Coué, comme ce que Deka il a fait. Hein ? Genre, je pense qu'il faut un peu jouer avec la méthode Coué, comme ce que Deka il a fait. Genre, tu te dis que, vas-y, c'est un moment heureux, donc faut que tu sois heureux et t'es heureux, genre. Ah ouais, mais sauf que tu étais faussement heureux. Non, maintenant, j'aime bien Noël. Et je pense que, sincèrement, non, parce que je pense qu'il y avait aussi ce côté. Un peu aigri que j'étais non, j'aime pas Noël parce que tu sais, des fois c'est un peu cool de dire non, moi j'aime pas Noël, vous avez tous Noël mais moi je suis un au-dessus de ça, j'aime pas Noël, tu vois. Donc moi, enfin, pour moi, je sais qu'il y avait sûrement de ça, tu vois. Et en fait, quand tu réfléchis, je me dis bon, pourquoi j'aime pas Noël ? Ok, vas-y, je vais essayer. Bon, en fait, c'est cool. Donc ça va, moi j'ai rien contre Noël. Ok. Même si Halloween reste ma fête préférée. Je comprends. Mais voilà. Après, ouais, je sais pas. Enfin, après, je pourrais m'étendre pendant longtemps, mais genre, t'es là, tu marches dans les rues, tu vois les vieilles décos moches, avec les gens qui ont mis des guirlandes tellement de partout chez eux, genre, t'as l'impression que ça a brûlé tellement il y a de lumière, genre, tout est kitsch. Enfin, en Amérique, toi, non ? Va à Lyon. Ah ouais. Marche dans Lyon. Regarde comment ça s'appelle ? Les balcons. Ouais, mais c'est bien d'avoir plein de gens qui tournent autour d'un truc, tu vois. Genre, j'aime bien le fait d'avoir des thèmes. C'est pour ça aussi que j'aime bien Halloween. Parce que tu te balades et tu vois tout le monde qui a. T'as les squelettes. Les trucs, et t'as tout le monde qui décide de jouer le jeu d'un truc, on sait pas pourquoi. Et on joue le jeu, tu vois. Et je sais pas, j'aime bien. Il y a un truc un peu sympa, quoi. Ouais. Je sais pas. Mais voilà. Je trouve qu'il y a aussi un peu l'aspect, genre, si t'es tout seul à Noël, genre, oh, c'est trop triste. Mais si on s'en fout, genre. C'est un petit peu triste d'être tout seul. Non. C'est cool des fois d'être tout seul. Oui, d'accord. Non mais ça, je le retrouve plus dans le Nouvel An, en mode quoi ? Tu fais pas une soirée pour le Nouvel An ? Ah ouais, mais pour ça Noël, fait partie de la période de Noël. Moi, je dis aussi vraiment Nouvel An, parce que pour le coup, le Nouvel An, ça fait chier. À Noël, qui du coup me plaît un peu plus. Ouais, je vois. Moi, je suis un peu plus d'accord aussi avec des cas. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur Noël ? Non. Bon, et revenons-en au cinéma. Les films de Noël. Qui veut Est-ce que vous aimez bien les films de Noël ? Qu'est-ce que ça vous convoque comme souvenir, comme tout ça ? Vas-y, pardon, Frigo. Écoute, un des rares films que je peux parler de Noël, que je me souviens qu'on m'avait obligé de regarder. Ah ouais. En fait, le film en question est Le 10e Royaume.
j'ai pas le nom des personnages enfin des acteurs ou le nom du réel. Juste, c'est un film de 2000 si je me souviens bien. Et en fait, ma mère travaillait pour le Réveillon. Elle m'a dit, faut que tu regardes le film parce que je veux savoir ce qui se passe dedans, donc tu me le racontes. Le film fait 8 heures. Quoi ? Non, c'est une blague. Et je l'ai vraiment fait. En fait, c'est pas un film, c'est une série. Enfin, moi, je viens de faire la recherche, je vois une série, là. Ouais, mais sauf que c'est un film. En fait, ça a peut-être été découpé en plusieurs parties. Ce qui fait que c'est un des plus vieux souvenirs que j'ai de Noël, où genre... pour moi, genre, c'est un peu le film de Noël. Mais c'est un film de Noël ? Alors, si je te raconte un peu le film, en gros, c'est genre, soi-disant... Alors, c'est un peu en mode relié à Disney, où t'as différents royaumes avec différents princes et princesses, blablabla. Et le 10e royaume, du coup, c'est New York. Et en gros, le personnage principal, il doit accompagner un prince et retrouver son royaume. Bref, je te passe l'histoire en général. Mais du coup, tu passes par tous les royaumes où t'as Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, machin, etc. Du coup, c'est pas trop Noël. Ouais. Mais voilà, quoi. Ouais, le côté conte de fées. Voilà, c'est ça. Du coup, je viens de regarder. Et donc, il a été d'ailleurs dans un premier temps diffusé en 5 parties de 84 minutes chacune. Et donc sur la NBC. Et après, il est sorti en France. Enfin, en tout cas, dans une vidéo, dans un format de 466 minutes. Donc, ouais. Donc, c'est ce que je fais, du Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais. Et du coup, je l'ai fait. Peut-être c'est ça aussi, t'as des traumas dont tu nous as pas parlé. Non, mais c'est pas un trauma, genre. Mais Moi, je trouve ça en vrai, c'est un adorable. film que j'aime bien, tu vois. Mais genre, du coup, il est associé à Noël par rapport au moment où je l'ai regardé et la période de l'année où il a été diffusé, tu vois. Mais sinon, pas grand-chose d'autre. Ou peut-être Fantasia, le Disney, qui passe souvent à Noël. C'est vrai que c'est des films souvent, pas forcément qui parlent de Noël, mais qui ont été diffusés à cette période-là et du coup qui nous restent en tête. Ouais. Bah oui, le côté conte de fées, enfin, ce qu'on disait là, mais oui, c'est quand même très rapproché à Noël, quoi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais les films proprement de Noël, c'est quand même quelque chose de très américain et d'anglais et de britannique aussi, je trouve. J'ai pas le souvenir d'un film de Noël français. Le Père Noël est une ordure. À part le Père Noël est une ordure, mais le Père Noël est une ordure, c'était une pièce de théâtre et tout. Un film de Noël, français, de la même manière de ce dont on va parler. Là, comme ça me vient. Chabat, il avait fait un film où c'était le Père Noël. Ouais, Chabat, il avait fait un film français ou. Ouais, si, français. Ah oui, c'était Santa et compagnie, je crois. Ouais. Ou alors, je pense au Roi Mage avec les inconnus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas de film où c'est le Père Noël qui est perdu et c'est une petite fille qui va le sauver, tu vois. Après, le Père Noël, c'est pas non plus très français ou européen. Hein. Ouais, c'est vrai. Normalement, c'est. Saint-Nicolas. Voilà, Saint-Nicolas, ouais. J'ai plus le nom. Je viens de trouver un conte de Noël d'Arnaud Desplechin. Ça doit être très chiant. Non, tu vois, Desplechin, pour le coup, je pense pas qu'on puisse dire que que c'est un film de Noël. Que ce soit cinéma américain, quoi. Genre, oui, non, bien sûr, mais ça doit être l'opposé des films américains de Noël. Mais c'est vrai qu'il y en a peu, en tout cas, d'aussi mythiques. Ça, c'est sûr, il y en a à voir, mais voilà, pas très mythique, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai beaucoup monopolisé la parole, mais. Oui, mais parce que tu es très intéressant. Pauline et toi, Deka et Louis, peut-être, tu as d'autres. Écoute, moi je veux bien. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films de Noël. Comme je disais avant, je regardais peu de films. Et du coup, vu que j'étais aigri de Noël, évidemment, pas pour Noël. Genre, j'avais vu Gremlins, jamais vu. Je voulais le voir avant l'épisode, j'ai pas eu le temps, mais le truc Noël de Monsieur Jack, là. L'étrange Noël de Monsieur Jack, je l'ai jamais vu. Donc voilà, tous les trucs de Noël un peu très connus, j'ai jamais vu. Père Noël est une ordure, j'ai pas vu. Donc en fait, ma culture de films de Noël, elle est un peu nulle, quoi. Donc pas trop d'avis. Ok. Voilà. T'as même pas un souvenir de film de Noël, quoi, du coup? Non. Ok. Je crois pas. Non. Ok. Moi j'ai regardé plein de fois les mêmes trucs, ouais, genre Gremlins, Père Noël est une ordure et tout avec ma famille. Après, film de Noël, ça peut vouloir tout et rien dire, parce que il y a les petites comédies à la con et il y a des films beaucoup plus grandioses qui s'ancrent dans la période de Noël. Mais
en fait, j'ai une faiblesse, c'est que j'adore les comédies romantiques. C'est pas une faiblesse, hein. Non, mais c'est parce que une faiblesse dans le sens où, tu vois, c'est des films, je sais qu'ils sont pas bien. Ah ouais, ok, d'accord. Mais genre, ça arrive à m'attraper, tu vois. Ouais. Et du coup, les comédies romantiques un peu con-con qu'il peut y avoir pour Noël, j'aime bien aussi. Je me souviens, il y a quelques années, genre il y a 2 ans ou 3 ans, il y avait un film qui était sorti avec Emilia celle Clarke. qui jouait, ouais, Emilia Clarke. Je lis en toi. Exactement. Et j'étais allée le voir au ciné, genre toute seule, et tu sais, genre c'était de la merde, mais genre je passe pas une mauvaise séance, quoi. Et voilà. Mais il y a des films comme ça avec lesquels on est, enfin, ou des thèmes de films ou quoi, avec lesquels on est plus indulgent parce que. Mais Ouais, moi, c'est il y a ça. justement un film de Noël avec lequel je suis très indulgent, et qui est Love Actually. Love Actually, bah oui, voilà. Je le Typiquement. mate tous les ans à Noël, et J'ai jamais vu, c'est vraiment pas bien. Ah non, c'est bien. c'est bien, Ouais. mais c'est pas non plus le film du siècle. Hein. Ouais, ok. Mais ouais, c'est un film avec lequel je suis très indulgent aussi, un film de Noël. Mais c'est pas mon premier souvenir de film de Noël. C'est celui dont tu parlais et il y avait une scène qui a été coupée Oui. où il faisait de la gym. Ah oui, incroyable. Elle est folle cette scène. Si J'ai vous vu arrivez ça, à ouais. trouver sur Twitter, il y a une vidéo d'une scène coupée où c'est le gamin qui veut aller retrouver son amoureuse à l'aéroport et où en fait il s'avère qu'il y avait un sous-plot où il était gymnaste, qui n'est pas du tout dans la version qu'on connaît du film. Et du coup, il se met à faire plein d'acrobaties dans l'aéroport, genre il fait des saltos arrière par-dessus des sièges et tout pour échapper aux gardes de l'aéroport qui lui courent après. Franchement, c'est Mais exceptionnel. c'est J'ai trop cru que drôle. c'était du deepfake au début. Ouais, mais moi aussi, mais c'est trop drôle. Ça se voit que c'est pas le gamin, ça se voit que c'est un adulte Ouais. d'1m80 et tout. À un C'est moment, vraiment à un trop moment drôle. il attrape une barre genre pour Oui. tourner autour pour faire comme sur les bars là, et tu vois vraiment genre c'est les mêmes vêtements mais mis sur vraiment un adulte de 30 ans. Et après il C'est atterrit incroyable. et puis tu sais c'est le petit gamin comme ça. Mais j'adore, ça joue tellement avec le kitsch du film et Ouais. de cette période de Noël. J'adore, c'est trop drôle. Mais du coup, pour revenir aux souvenirs de films de Noël, moi, ce serait les Gremlins. Je crois que ça a été vraiment le premier film de Noël que j'ai vu à la télé. Et j'étais trop content. Parce qu'en plus, Figure-toi, je savais même pas, avant que vous me le dites, que c'était un film de Noël, les Gremlins. Et Pour étonnamment, moi, c'est genre un film d'horreur, tu vois. eh ben, étonnamment, enfin, il se passe à Noël et il est sorti en juin. Voilà, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais et du coup, moi, je l'ai vu en période de Noël. Je le vois régulièrement en période de Noël. Et c'est un film d'horreur et tout. Et en plus, quand j'étais enfant, il y avait ce côté interdit, tu vois, parce que c'était un petit film qui faisait peur et tout. Et j'étais trop content. Et il est très drôle. En fait, c'est un film d'horreur, mais qui est plus tourné comédie quand même. Mm. Et puis, Ça me rappelle, comment dire. En fait, il y a des films aussi qui ont absolument rien à voir avec Noël, mais qui ressortent tellement tout le temps, toutes les années au niveau de Noël, que presque t'as envie de les lier à Noël. bah, Genre E.T. Oui, Ah non. j'y J'ai pensé, tu Moi, vois. j'ai quand même l'impression J'ai l'impression aussi. que c'est un Ouais, film de non, Noël pas parce que forcément. juste, tous les Noëls, il y a E.T. qui passe au cinéma, à la télé, quoi. Alors qu'il y a une fête qui est montrée dedans et c'est Halloween, mais Ouais. Bah ouais, mais Et juste oui, je le suis fait de d'accord. tout le temps montrer E.T. à Noël, ou même tu parles de Jurassic Jurassic Park, Park, ouais, Spielberg ouais. très souvent, des films de Spielberg, bah en fait t'as l'impression presque que c'est des films à regarder Bah. à part de Noël alors que rien à voir, quoi. moi, c'est Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet aussi, de Spielberg. Ça, c'est un film que j'adore et qui passe chaque Noël. Et chaque Noël, je le rate pas, quoi. C'est dingue, hein. Ça me fait penser, enfin là c'est purement personnel je pense, mais genre pour moi Harry Potter le premier, Oui, c'est un Ouais. film de Noël. il y a pour moi. beaucoup de gens Alors qui le que considèrent pas du comme- tout. ah moi je trouve ça marche. Bah, il a Oui, cette mais- ambiance, en fait. Ça a vraiment l'ambiance de Noël, tu vois, mais en vrai c'est Harry Potter quoi, c'est Et- pas vraiment un film de Noël. Ouais, mais il y a toute la scène, elle est assez iconique Ouais. où il reçoit sa cape d'invisibilité et tout. C'est ça. Mm. Et c'est Et rigolo où parce il a que jamais fêté Noël parce que Mm. voilà, parce que il était orphelin, mis chez son oncle et sa tante qu'il aime pas. Et où là, pour la première fois, il a des cadeaux, donc. Et c'est rigolo parce que le réalisateur du premier Harry Potter, c'est Chris Columbus, qui a fait Les Gremlins. J'ai découvert l'Amérique aussi. Oh, c'est drôle ça. Merci. Donc qui a réalisé Les Gremlins et aussi un autre film de Noël qui est Maman, j'ai raté l'avion. Ah bah oui. Et du coup, c'est assez rigolo. Je pense qu'il y a aussi cette corrélation pour Harry Potter. Il y a moyen. Et il y a Die Hard. Ouais. Die Hard qui se passe juste à Noël et tout le monde le considère comme un film de Noël. Et c'est un peu, j'ai l'impression, dès qu'on parle d'un film de Noël qui n'est pas vraiment un film de Noël, tout le monde cite Die Hard. Ouais. je crois C'est bien. l'exemple. Oui, mais Die Hard, c'est un film de Noël, wink wink. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Mais en même Meilleur temps, film de Noël, clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Ouais. Je l'ai qui jamais est vu. pas moi. tout à fait faux. C'est J'ai jamais le vu premier. aussi. Enfin, il y en a C'est le plusieurs. premier. Ouais, c'est le premier, Il y en a ouais. plusieurs, ouais. C'est Piège de cristal, c'est ça. Piège de cristal, ouais. Ok. Le deuxième aussi se passe à la période de Noël. 58 minutes pour vivre, je crois. Ok.
J'ai pas vu les autres, moi. Et après, le troisième, ça se passe plus à Noël du tout. Ok. Bon, et écoutez, on peut enchaîner si on n'a plus rien à dire là-dessus sur les films qu'on n'a pas choisis. Ouais. Donc, bien sûr. Voilà. Qui veut commencer ? Moi, je vais faire assez court parce que j'ai pas hésité non plus des masses de temps. Il y a 2 films que j'aurais pu choisir. Il y a La vie est belle de Frank Capra. Ouais. Mais en vrai, je me suis dit que c'était trop facile comme choix parce que c'est vrai qu'il ressort quand même énormément, ou du moins chez les cinéphiles, je dirais. C'est mon film de Noël préféré. Et c'est normal parce que c'est un des plus beaux films du monde. Exactement. Je me suis dit peut-être ce serait trop facile aussi, je gagnerais forcément avec lui. Non, je sais pas. Connaissant Frigo, un petit peu maintenant, je suis pas sûre. Mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment incroyable comme film. Et un peu dans la même veine, parce que c'est aussi avec James Stewart, il y a Rendez-vous ou The Shop Around the Corner. C'est le titre anglais et français. Et de Lubitsch. Et c'est vraiment un super film qui se passe à la période de Noël aussi, et où il y a une romance. Et en fait, on peut voir ça un peu comme une proto-romance actuelle à l'eau de rose de Noël. Mais en fait, comme c'est Lubitsch, c'est hyper bien écrit. Les dialogues, ils sont incroyables. C'est juste adorable, en fait. C'est sur un gars, donc c'est James Stewart, qui travaille dans une boutique et qui correspond avec une femme... mais de manière anonyme en fait, et genre il tombe amoureux par correspondance d'elle, et on se rend compte assez rapidement que c'est une autre employée du magasin, mais qui peut pas se blairer. Genre quand ils sont ensemble dans la vraie vie entre guillemets, ils peuvent pas se blairer, ils arrêtent pas de se faire des remarques un peu méprisantes et tout, et en fait ils sont chacun en train de s'écrire des lettres d'amour de fou. Et du coup, il y a tout plein de quiproquos autour de ça qui sont hyper drôles, et c'est hyper malicieux comme film, c'est très très beau. Moi, je connais son remake. Vous avez un message avec Tom Hanks et Meg Ryan. Ouais, je l'ai pas vu et j'ai pas très envie de le voir, mais... Film avec Tom Hanks, donc ça se regarde. Je suis pas forcément fan numéro 1 de Tom Hanks, donc c'est pas forcément un argument pour moi, mais en tout cas, je... T'as pas envie de le voir ? Comment ? Il y a une raison particulière ou juste... Je suis pas fan des remakes de manière générale. Et en fait, Lubitsch, c'est tellement, pour moi, il a tellement un caractère particulier qui fait que, justement, comme j'ai dit, ça peut vite être une romance un peu niaise et tout. Mais quand c'est écrit par lui, mis en scène par lui, ça passe trop bien parce qu'il y a sa malice, son intelligence de mise en scène, etc. Et là, pour moi, ça a l'air d'être un remake où, justement, il garde le côté américain niais. Oui, et ils enlèvent la substance de ce qui fait que, pour moi, Rendez-vous, c'est un très bon film. Donc c'est pour ça que j'ai pas très envie de le voir. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai d'autres priorités, on va dire. C'est une romance un peu niaise, moi, je trouve. Voilà. La boucle est bouclée. Qui veut enchaîner ? Louis, tu veux moi, dire ? je veux bien enchaîner. Allons-y. Alors moi, j'ai hésité avec pas mal de films, mais notamment 2. J'ai hésité avec Black Christmas, donc de Bob Clark, qui est le premier slasher du cinéma, et qui se passe à Noël. Mais en fait... je l'ai pas choisi parce que à part le fait que ça se passe à Noël, il y a pas grand chose en fait. C'est un très bon film, hein. C'est un super slasher et tout, mais il y a pas. Je pense que je l'aurais choisi si le tueur avait tué ses victimes avec une guirlande de Noël, ou tu vois, si Noël servait dans le film. Et un peu comme dans Silent Night, Deadly Night, qui est un slasher très mauvais où c'est un mec déguisé en Père Noël qui tue des gens. Là, tu vois, ça aurait été un peu plus dans l'esprit de Noël. Et je te coupe parce que je l'ai vu du coup, donc en tant que j'en discute aussi. J'allais le citer d'ailleurs. Et j'ai pas été d'accord avec toi. Enfin, ok, l'esprit de Noël est pas omniprésent, mais parce que du coup, il y a un truc un peu cynique justement sur Noël. Et d'ailleurs, je crois que Bob Clark, il a fait un autre film qui s'appelle A Christmas Story, qui est aussi, je crois, ultra cynique sur Noël. Très en mode l'Amérique c'est pas ouf quoi, l'Amérique en plus à Noël, enfin je l'ai pas vu mais je crois qu'en gros c'est ça, mais enfin je trouve qu'il y a assez pour que ce soit un film de Noël, genre largement. Moi je trouve pas forcément, il y a une scène qui fait vraiment Noël où il y a la chorale et tout, et le tueur tue en même temps, mais il y a beaucoup de musique de Noël tout le long. Le générique de début du film, c'est un plan sur la maison avec des sapins devant qui sont décorés de Noël et une musique de fond de Noël. Ouais, mais ça fait pas pour moi tout le film de Noël, tu vois, c'est... Ouais, mais dans ces cas-là, on a dit que Piège de cristal, c'était un film de Noël.
Oui, mais parce qu'il utilise aussi des éléments de Noël, comme il y a un moment où il tue un méchant et il fait une mise en scène avec le cadavre en lui mettant un bonnet de Noël et en écrivant sur son t-shirt maintenant j'ai une mitraillette, ho ho ho. Ok, d'accord. Tu vois, là il y a un peu l'esprit de Noël. C'était moins. Mais ok, mais je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était suffisant, tu vois. Bah, je sais pas, moi j'ai pas trouvé. Mais je pense que c'est une question de point de vue, en fait, tout simplement, de perception. Oui, de toute façon, après, en fait, ça dépend si on décide que le fait que ça se passe à Noël et que, bah voilà, il y a des codes de Noël, des musiques de Noël, soit suffisant ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et le deuxième film avec lequel j'ai hésité, c'est le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, qui est une adaptation de mon histoire de Noël préférée, qui est A Christmas Carol de Charles Dickens. Et le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, c'est un film d'animation en performance capture. Ce qui me permet de faire juste une petite parenthèse. Ce qui me permet du coup de faire une petite parenthèse sur la performance capture, qui est une technique d'animation qu'on a un peu oubliée dans notre épisode précédent sur l'animation. Car donc du coup c'est la capture de mouvements où les acteurs sont dans une combinaison et on va capter tous leurs mouvements de corps et de visage. Et ça a été utilisé énormément dans les films d'animation, notamment donc, le film dont je parle, mais aussi le Pôle Express, qui est un autre film de Noël, et qui est un petit peu, on peut le voir, la suite logique de la rotoscopie en fait. Ouais, mais c'est même ce qui est utilisé pour, par exemple, dans La Planète des Singes. Oui. Pour le singe, c'est... Et pour Avatar, aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est l'exemple le plus connu, mais c'est des acteurs qui font les mouvements et... C'est pour tous les jeux vidéo aussi. Quoi, aussi, ouais. Par exemple, Kratos pour God of War, c'est ça. Et donc voilà, c'est le film Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge est construit là-dessus. C'est avec Jim Carrey et c'est une des histoires de Noël, une de mes histoires de Noël préférées. Mais je ne l'ai pas choisi, donc voilà. Ok, peut-être vous avez entendu Louis Béguis parce qu'il y a mon ordi qui a fait du son parce que je regardais. Et en fait, en 2022, donc cette année, il y a Scrooge, un méchant de Noël, qui est sorti sur Netflix. Donc un film d'animation. Et vu que tu parlais du coup de Scrooge, ça m'a parlé un peu de ça. Et donc j'ai vérifié. Et je sais pas ce que ça vaut. Il y a Olivia Colman, Jessie Buckley, Luke Evans dedans. Ouais, bah je sais pas ce que. Comédie musicale. Je sais pas ce que ça vaut. Il y en a eu. C'est A Christmas Carol de Dickens, ça a été adapté j'ai vu ça, énormément, c'est impressionnant. Et notamment La vie est belle de Capra est plus ou moins une adaptation, enfin, il se sert d'un élément de ce livre pour son film. Mais voilà, moi c'est une histoire de Noël que j'aime beaucoup, qui est une très belle histoire de Noël et tout, qui a été adaptée aussi chez Disney, avec le Noël de Mickey. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'animation de Noël aussi. Ouais. On en a moins parlé. Ouais, mais... Surtout avec Mickey, je crois qu'il y en a vraiment. Ah bah, il y en a et la bande à Picsou aussi, je crois qu'il y en a énormément. Ah ouais, les Disney qui tournent avec même les épisodes spéciaux Noël. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, ils savent que tous les trucs qui marchent en série, tu fais. Simpson. Tu fais la variante Halloween, la variante Noël. Bah c'est ça. C'est basique. Puis les Américains ont fait plein d'épisodes spécial Noël de leurs séries et tout. Et même des films. On se souvient de Star Wars Holiday Special que George Lucas a désavoué et a essayé de brûler toutes les copies. Ah mais oui. Une catastrophe. Je vois. C'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, il y a les Gardiens de la Galaxie. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Marvel aussi, ils ont fait le leur. Mais il est sorti cette année Oui, il me semble, ouais. De quoi lequel? Le Gardien de la Galaxie. Oui, le Gardien de la Galaxie. Oui, non, pas le Star Wars, ouais. Ok, parce que je l'ai vu un peu passer et je savais pas si c'était genre un vieux film que je regardais maintenant ou si c'était. Enfin, un vieux film, on s'entend. Ou s'il était vraiment sorti là. Je crois qu'il y a eu des retours assez catastrophiques, non? J'ai même pas vu passer, moi. Et même des gens qui s'en foutent un peu de Marvel, ils m'ont dit que c'était détestable, quoi. Ah. Il y a déjà pas eu énormément de com dessus, donc. Ouais, je pense que ces trucs ils ont dû sortir sur Disney Plus en scred un peu. Oui, c'est fort possible. Ouais. Un peu, ouais. Et donc, toi, Deika? Ah, pardon, peut-être lui, t'as encore des trucs à dire. Non, donc voilà, j'avais fini avec mes films. J'allais dire, et donc, et toi, Deika? Ah bah, nickel. Bah du coup Black Christmas dont t'as parlé, donc je vais pas dire grand chose de plus, à part que j'ai trouvé ça vraiment cool. Enfin t'as un peu l'impression que. Mais il est vraiment cool. Ouais, mais t'as vraiment l'impression que Black Christmas, genre il prend les genres du slasher et puis il les prend à revers et tout, alors que quand il a été fait, le slasher n'existait pas, parce que c'est lui qui pose les bases. Donc il y a ce truc trop bizarre de il pose les bases du slasher, en même temps t'as quand même l'impression qu'il prend un peu les codes à revers. Enfin je sais pas si t'as eu cette impression. Oui. Ouais, complètement. Et du coup c'est un peu bizarre de ce truc un peu paradoxal quoi.
Après, moi j'ai hésité à proposer Eyes Wide Shut. Je vois parfaitement pourquoi. Non, non. Mais enfin, je sais pas à quoi tu penses, mais parce que ça se passe à Noël, tout simplement. Ah oui, bah ouais. Mais moi, je trouve que c'est un super film, c'est un de mes films préférés. Ah mais c'est un super film, il est génial. Hein. Mais ça me fait beaucoup rire que t'aies pensé à ça pour l'esprit de Noël. Quoi. Bah ouais. Bah alors c'est peut-être notre comment dire, désaccord tout à l'heure aussi sur Black Christmas, sur qu'est-ce qui est Noël ou pas. C'est vrai que oui. Peut-être que Eyes Wide Shut, c'est pas le truc le plus Noël dans l'ambiance, même si c'est sûr. Mais ça se passe à Noël. Et je trouve ça intéressant justement d'avoir des variétés de films qui utilisent le contexte de Noël pour aller dans des histoires hyper sombres comme là. Bah ouais. C'est d'ailleurs ce qui fait, je trouve, le truc intéressant de Eyes Wide Shut. Bah ouais, non. Bon, voilà, moi, un de mes films préférés, alors que Kubrick a tendance à m'ennuyer, mais pas sur ce film en tout cas. Après, le film est assez long, je crois qu'il fait 2h20, 2h40, un truc comme ça. Oui. Et le regardez pas avec vos parents. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur mood. Je parle d'expérience. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc j'ai hésité à le prendre, et puis je me suis dit, bon, c'est le film est un peu long, et allez, on va prendre un vrai truc de Noël. Donc voilà. Et évidemment, j'ai hésité. Donc on a parlé d'un film long, je parle d'un film court. A Charlie Brown Christmas. Alors, Charlie Brown, c'est vraiment série avec 25 noms, quoi. C'est les Peanuts, c'est Snoopy, voilà, c'est Charlie Brown, voilà. Et donc, il y en a plusieurs des specials de Charlie Brown de Noël, mais celui-là, c'est le plus mythique, quoi. Et voilà, c'est des épisodes qui font 25 minutes. Et je vous conseille énormément de regarder si vous aimez bien les trucs un petit peu doux de Noël, et puis si vous aimez bien Snoopy et tout. Snoopy surtout. Ah, j'adore. Tu sais que, alors petite anecdote, du coup les Snoopy, enfin beaucoup en tout cas, sont sur Apple+. Et donc j'ai pris la semaine gratuite d'Apple+, dans le seul but de regarder des épisodes de Snoopy. Wow. Donc je regarde 1 ou 2 par jour. Moi j'aime trop, c'est trop bien. Genre le personnage de Lucy, c'est vraiment la queen, donc bravo à elle. Charlie Brown Christmas, c'est vraiment adorable. C'est trop bien. Mais c'est adorable. Mais tu vois, j'ai failli le prendre parce que vraiment au début, je sais pas, voilà, c'est vraiment les premières secondes, t'as Charlie Brown qui dit c'est bizarre, c'est Noël, tout le monde est content, tout le monde est heureux, c'est la fête. Moi je suis malheureux. Et donc je sais pas, tu vois. Et il y avait peut-être un petit peu le côté aigri de Noël, je me suis dit voilà. Mais c'est vrai que c'est un film qui est très mignon en même temps. Après c'est très souvent dans Snoopy. C'est quand même des fois les thèmes sont un peu sombres. Hein. Ouais, c'est assez adulte, il me semble, Snoopy quand même. Ouais, mais je veux dire, c'est la forme d'un film de Noël, enfin d'un film de Noël, d'un truc pour enfants un peu. Ouais. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont la forme de trucs pour enfants et qui le sont vraiment pas du tout. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, voilà. Je vous conseille de le regarder, puis même de regarder Snoopy, tout ce qu'il y a à voir de Snoopy, parce que c'est absolument génial. Donc voilà. Est-ce que... J'ai une petite question juste du coup, comment vous avez fait pour sélectionner vos films? Ou est-ce que c'est pas pertinent comme question? Je ne sais pas. Un film que j'aimais bien, qui parlait de Noël, je l'ai pris. Ouais, c'est pareil pour vous tous ou moi non, j'ai cherché le film de Noël originel. Waouh. Et disponible surtout, quelque part. Ok. Ouais, moi j'ai regardé un peu les trucs dispo aussi, et puis j'ai choisi un film que j'ai regardé plusieurs fois, à chaque fois à cette période. Voilà. Ok. Bah écoute, j'ai rien de plus à dire. Bah écoutez, on peut passer au premier round. Alors dans ce premier round, on va parler du coup de l'histoire, un petit peu plus la fiche technique un peu du film, quoi, l'histoire, tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Qui veut commencer alors à présenter? Ça va être Pauline du coup. Allez, j'y vais. Allez. Donc moi j'ai pris un film qui s'appelle Peter's Friends. C'est un film britannique qui est réalisé par Kenneth Branagh, que vous connaissez peut-être pour ses adaptations d'Hercule Poirot qui sont très moyennes. Et récemment, il a fait Belfast, un truc un peu autobiographique que j'ai pas vu, qui avait l'air assez moyen aussi. Ça se regarde. Ok. Mais ce film-là, c'est un peu plus vieux. Il est sorti en 92. Et il l'a tourné avec sa bande de potes d'université, en fait, de troupe de théâtre de Cambridge. Donc il y a Stephen Fry, Hugh Laurie... je suis en train de perdre son nom. Emma Thompson, exactement, alors que je l'adore. Et voilà, quelques autres acteurs britanniques assez identifiés.
Et donc l'histoire, en gros, c'est justement des amis d'une troupe de théâtre qui, au tout début, ça commence, la scène d'introduction, c'est une représentation qui donne pour les fêtes de fin d'année, pour un truc organisé par le père de Peter, du coup, qui est le personnage principal. Et ils disent j'espère qu'on pourra faire ça tous les ans, je sais pas quoi. Et puis après, au final, t'as une ellipse. Et on se rend compte qu'ils se sont pas vus pendant hyper longtemps, après l'université. Mais cette année-là, Stephen Fry, qui joue Peter, du coup, donc, son père vient de décéder. Et il hérite de son immense maison, mais genre, enfin, un truc, genre vraiment un manoir anglais immense, avec un terrain immense et tout. Et il décide, pour pas passer les fêtes de fin d'année seul, et puis voilà, un peu réunir ses amis, de rappeler tous ses amis de la troupe de théâtre pour passer les fêtes de fin d'année ensemble. Du coup, il y en a un qui est parti vivre aux États-Unis, qui revient des États-Unis. Voilà, ils ont un peu fait leur bout de parcours chacun de leur côté. Et ils vont passer ces 3 jours. Et évidemment, au début, ils sont hyper contents de se retrouver. Et puis, tu sens qu'il y a plein de tensions, de trucs qui n'avaient pas été dits, qui vont un peu péter au milieu. Qu'ils jugent un peu ce que chacun est devenu. Genre, celui qui s'est marié avec une actrice américaine insupportable. Celle qui a jamais réussi à se poser, justement, et qui a un nouveau petit copain toutes les 2 semaines, où elle dit que c'est le nouvel amour de sa vie. Enfin, voilà. Et donc, il y a un peu du ressentiment qui va ressortir entre les gens, avec chacun leur petite histoire. Et qui va faire qu'on va... C'est un huis clos, du coup. Enfin, ça se passe tout dans ce manoir. Et on va suivre la dynamique de ce groupe qui, voilà, ne s'est pas vu depuis longtemps, s'aiment beaucoup les uns les autres, et en même temps ont pris des chemins différents. Et je crois que j'ai pas grand-chose de plus à dire sur l'histoire. Alors, vous entendez sûrement un chat, désolé s'il est en train de défoncer la porte, mais ce n'est pas grave. Juste, je viens de me faire penser que si You Glory nous écoute, ah oui, Pauline a une fiction pour lui. Ouais, c'est le grand retour. N'hésitez pas à écouter l'épisode, c'est sur la cinéphilie où t'en parles de cette anecdote. Oui, une des raisons pour laquelle j'ai regardé le film, c'est évidemment lui, mais... Ah ouais, pour de vrai ? Ah, quand je l'ai vu la première fois, oui. Ok. Après, je l'ai re-regardé depuis, parce que j'adore vraiment ce film, mais... Alors, juste, j'ai peut-être pas été attentif, mais du coup, il a été fait par qui et quand ? Kenneth Branagh, qui joue dedans aussi, et en 1992. Et oui, il y a tout ce truc aussi, ils étaient une troupe, ils chantaient et tout, et du coup, il y a des scènes où ils rechantent ensemble. Et en fait, c'est vraiment aussi les acteurs qui faisaient ça. Enfin, c'est eux qui chantent pour de vrai et tout. Il y a cette dynamique de groupe, quoi. Ça se situe où, du coup ? En Angleterre. Ok. Genre à Londres ou c'est... Non, c'est dans la campagne anglaise, justement, parce que c'est vraiment un manoir, mais genre isolé, où autour, il y a un terrain à perte de vue qui... appartient donc au père de Peter et dont il hérite. Mm-hmm. Et il y a vraiment ce côté où ils sont isolés, où c'est en huis clos, donc tout le long ils restent là-dedans. Et en fait, lui, il a des domestiques, donc surtout une qui est on sent qu'elle est assez importante pour lui parce que elle l'a vu grandir, etc. Et donc qui lui fait la cuisine et tout, donc on les voit jamais faire des trucs genre aller faire les courses ou des trucs comme ça, quoi. Ok. Pour ceux qui se demandent, Kenneth Branagh aussi, c'est celui qui joue Gilderoy Lockhart dans Harry Potter 2. Oui. Ah, et oui. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes, des acteurs de Harry Potter, en fait, dedans, parce que Emma Thompson, elle a joué Professeur Trelawney. Et il y a aussi l'actrice qui joue Dolores Umbridge. Ah oui. Wow, dans un rôle non détestable, du coup. Et ouais, qui là joue un personnage tout à fait gentil, pas du tout antipathique. Waouh. Donc c'est vrai que ça doit être très spécial, du coup, à regarder. Quand on l'a pas vu dans d'autres choses, ouais, ça fait un petit peu bizarre. J'ai 2 questions, moi. Vas-y. Le film est trouvable sur quelle plateforme ? S'il est sur une plateforme ? Ouais, il est sur MyCanal. Ok. Et deuxième question, la fameuse note d'accessibilité du film. Putain, mais on me vole toutes mes répliques, c'est pas possible, hein, c'est un enfer. Tu veux que je serve à quelque chose ? L'accessibilité du film, je dirais 8 sur 10. Ah oui, c'est quand même vachement accessible, du coup. Ouais, ça se regarde très bien, je trouve.
Est-ce que c'est drôle, enfin vraiment, est-ce qu'il y a des bonnes vannes bien british ou pas? Ouais, non, c'est pas hilarant, mais il y a le côté grinçant british dans les dialogues surtout. Tu sens que c'est des acteurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, parce que du coup ils étaient dans la même troupe de théâtre et tout. Et j'imagine que, en fait, je sais pas, mais que les dialogues ils sont beaucoup travaillés en troupe justement. Donc dans les ping-pong, ça fonctionne très bien. Et ouais, il y a ce côté grinçant british. Dans les trucs, les vannes qui s'envoient, qui fonctionnent vraiment pas mal. Okay. Je pense pas avoir spécialement plus de questions. Moi non plus. Moi non plus. Du coup, c'est qui? C'est Louis qui prend la suite? C'est ça. Allez. Et moi, je vais te présenter un film qui se passe à New York. Donc avec moi, tu voyages pas mal. Du coup, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Pas du mais tout. Le 2, du coup. Pas du tout. Non, et je pense que je vais présenter le film le plus vieux qu'on ait présenté dans cette saison 2. Ok. Parce que mon film, c'est Miracle sur la 34e avenue. De George Seaton, et il date de 1947. Ouais, c'est possible que ce soit le plus... Ouais, je suis en train de réfléchir, il me semble, ouais. De toute façon, ça a joué avec Via, et Via, je crois que c'était... C'était après Via 60, donc, ouais. Donc voilà, 1947. C'est un film en noir et blanc. Et c'est un film en noir et blanc. Okay. Et dans un format 4/3 d'ailleurs. Donc, voilà. Ok, oui, d'accord. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelle Chris Kringle. Et ce monsieur tombe sur la préparation du défilé de Thanksgiving du grand magasin Macy's à New York. Et il tombe sur un Père Noël, celui qui fait le Père Noël, qui est complètement bourré et tout, qui boit et tout. Et il dit que c'est scandaleux et tout. Et il va le remplacer. Celle qui prépare le défilé va le remplacer par ce monsieur Kringle. Et il va avoir du succès incroyable devant une foule et tout. Et il va être engagé par le magasin Macy's pour être le Père Noël du magasin. Sauf que ce monsieur Kringle est persuadé d'être le vrai Père Noël. Et en parallèle de ça, on suit donc la dame qui l'a engagé et sa petite fille qui, donc cette dame refuse à sa fille de lui raconter des contes, de lui dire que le Père Noël existe ou pas. Et donc du coup, sa petite fille, en fait, elle est très cartésienne, tu vois, elle est très terre à terre, la femme aussi. Et ce monsieur Kringle, du coup, va un petit peu les faire douter dans cette histoire et va faire en fait douter tout le monde. Est-ce que c'est vraiment le Père Noël ou pas? Et il y a un moment où, pour prouver qu'il est le Père Noël, il va avoir un procès pour savoir si oui ou non c'est le Père Noël. Ok. Voilà. Alors, j'allais poser une question débile, j'allais dire quelle couleur il est. C'est du noir et blanc. C'est du noir et blanc. Mais du coup, ça appartient à quel courant cinématographique? C'est du vieil Hollywood, du coup? Ouais, c'est un vieux film Hollywood. C'est un film classique de Noël américain qui passe vraiment chaque année aux États-Unis, qui est parodié énormément dans des séries et tout, comme les Simpsons et tout. Il y a eu des remakes aussi. Il y a eu plusieurs remakes, dont le plus connu est sorti en 1994 avec celui qui fait Chris Kringle, Richard Attenborough. Pour ceux qui ne savent pas, c'est John Hammond dans Jurassic Park, le vieux, celui qui fait le parc. Voilà. Et donc du coup, c'est vraiment le film un peu originel de Noël. J'ai l'impression, il est considéré vraiment comme la reine alien des films de Noël, si tu veux. Après, si c'est le premier, du coup, c'est forcément l'originel. Mais je sais pas si c'est le premier exactement, en fait. Il y en a peut-être eu avant, et je pense qu'il y en a eu d'autres avant, des films sur le Père Noël et tout. Mais il est tellement culte j'ai l'impression qu'il a effacé tout, en fait. Il a effacé tous les films de Noël. Et d'ailleurs, c'est même peut-être pas le premier, parce qu'il me semble que La vie est belle de Capra date de 46, donc un an avant. Peut-être. Donc voilà, mais il est tellement cultissime aux États-Unis qu'il est considéré vraiment comme le premier un petit peu, et le premier qui présente un petit peu ces histoires de Père Noël, de grands magasins, et d'amour aussi, forcément, et de cette femme très cartésienne qui au final va avoir peut-être un peu plus la foi dans le Père Noël et tout. C'est des acteurs connus J'allais y venir. Ah. Donc c'est avec Maureen O'Hara, John Payne, Edmund Gwenn et Natalie Wood. Jure. Oui.
La petite fille, c'est Natalie Wood qui fait la petite fille. Donc Natalie Wood, c'est une immense actrice hollywoodienne qui a eu un destin très tragique, mais qui est connue notamment pour La Fureur de vivre. Ouais, par exemple. Entre autres, West Side Story aussi. Oui, évidemment. Oui. Donc voilà. Ok. Le film a obtenu 3 Oscars. Ah oui, quand même. Dont le meilleur acteur dans un second rôle pour Edmund Gwenn, qui joue Kris Kringle, donc ce vieux bonhomme qui croit être le Père Noël. Et c'est un second rôle ? Et il est considéré comme second rôle alors qu'il est là tout le temps. Ok. Mais c'est étonnant qu'un film de 47 ressorte tous les ans à la télé encore en 2022 quand même. C'est impressionnant, mais aux États-Unis, c'est un film cultissime. Ouais, mais ça le prouve bien parce que c'est quand même. Je sais pas, en France, je suis pas sûr qu'il y a des films des années 40 qui ressortent tous les ans au cinéma, quoi. Peut-être je me trompe, hein. Non. Peut-être pas des années 40, mais il y a des trucs quand ça devient des traditions. Ouais, mais en noir et blanc, il n'y en a pas tant que ça. Franchement, je suis en train de réfléchir. Je sais pas, il y a des trucs en noir et blanc, genre La Traversée de Paris. Je pensais à Paris Brûle-t-il aussi, qui passe régulièrement à la télé. Ouais, j'ai jamais entendu parler, donc c'est pas si cool que ça. La Traversée de Paris, t'as jamais entendu parler ? Non. Okay. Paris Brûle-t-il, j'en ai entendu parler, mais genre c'est limite c'est une légende tellement j'ai jamais vu, tu vois. En même temps, il passe régulièrement, enfin au moins une fois par an, quoi. Ah bah écoute, ignorance totale. Mais d'ailleurs, ce film-là, il est vraiment c'est vraiment la tradition américaine ou en France aussi Non, très américain. Et c'est justement le film est très américain, je trouve. Même du coup pour la note d'accessibilité, en France, je le mettrais 7 sur 10. Alors que si on était aux États-Unis, je pense que je l'aurais mis 10 sur 10, tu vois. Il est disponible où, du coup ? Il est disponible sur Disney+. Ok. Alors, l'original et le remake sont disponibles. J'ai pas vu le remake encore de 94. Je pense qu'il sera vu assez rapidement. Mais voilà. Ok. Alors, juste, c'est une question que j'ai oublié de poser à Pauline. Ton film fait combien de temps ? Ah oui, il fait 1h40. Et toi, Louis ? Il doit faire 1h30. Ok, d'accord. Ok, c'est des films relativement courts. Je suis en train de réfléchir, mais je pense pas avoir spécialement... Alors je vais me permettre de redemander la question de la note d'accessibilité que tu as déjà dit, je suis bête, mais... Oui, il vient de le dire. 7,5, ouais. 7,5. Du coup, moi, ma question, c'est pourquoi 7 ici et 10 ? C'est vraiment l'aspect... Parce que je pense moi, j'ai l'impression qu'il fait très américain, quand même, comme film. Le côté grand magasin de jouets et tout, Macy's, c'est une marque... Enfin, c'est un magasin de jouets connu à New York. Et nous, on a moins ce côté-là, on a moins ce côté Père Noël de magasin, on a moins ce côté... quand même, Père Noël de magasin. Ouais, mais c'est moins... comment dire ? Il y a moins la foule devant les Père Noël de magasin, tu vois. Alors qu'il y a vraiment quelque chose de super important aux États-Unis là-dedans, et notamment dans le film. Et il y a ce côté, le Père Noël, en fait. En France, on a moins, tu le disais au début de l'épisode, Frigo, on a moins cette idée-là de Père Noël. Aux États-Unis, c'est un truc de fou, quoi. Okay. Et en plus, c'est l'utilisation de l'image du Père Noël, donc dans la marque du grand magasin. Et les États-Unis font énormément ça, contrairement en France. Ouais, mais du coup, je me demandais, parce que quand même, passer de 10 à 7, c'est quand même... Ouais, j'ai mis 7, peut-être plutôt 8, pardon. Ouais, je remonte un petit peu ma note. Ça reste tout de même vachement accessible, quoi. Oui, c'est juste parce que c'est vraiment américain. Voilà, mais l'histoire est très classique et tout. Mais voilà, et c'est un film assez rigolo, moi, je trouve, en plus. Ok. Mais écoute, je pense pas avoir spécialement plus de questions. Ouais, non, j'ai pas plus de questions. Moi non plus. On passe à Deka. On t'écoute. Ouais. Alors, de mon côté, j'ai choisi un film d'animation. Pour continuer dans la droite lignée de l'épisode précédent. Ouais. J'ai choisi Klaus, qui sortait en 2019 sur Netflix. C'est le poisson dans American Dad, c'est ça ? C'est vrai. Pas la ref du tout. J'ai la ref. Moi aussi, ouais. C'est Klaus, le poisson allemand qui parle et qui se trimballe, enfin qui se déplace dans son bocage. Je situe. D'accord, pas du tout. Okay. Mais évidemment. Le film est réalisé par Sergio Pablo, qui est un réalisateur espagnol qui fait de l'animation depuis très longtemps et qui a travaillé pour Disney d'ailleurs. Il a travaillé sur Le Bossu de Notre-Dame ou Hercule en tant qu'animateur. Donc, pas mal. Il a aussi supervisé la création de Tarzan, du personnage du film Tarzan. Et il a travaillé aussi sur La planète au trésor, qui a été son dernier film en tant qu'employé de Disney. Donc, le mec, il a taffé un peu quand même chez Disney depuis longtemps en plus. Hein. Et du coup,
il a quitté l'entreprise, il a décidé d'ouvrir son propre studio, pour lequel, du coup, il a fait Klaus, qui a été ensuite racheté par Netflix. Alors, donc c'est un film original Netflix, du coup ? Alors je sais pas si c'est je sais pas si c'est vraiment un film original Netflix. Je crois que c'est considéré comme un film original Netflix. Oui, parce qu'il est produit par Netflix en fait. Ouais, bah alors il doit être coproduit parce que du coup son entreprise aussi oui, peut-être a été là au début. Après je sais pas comment ça a été vendu, j'avoue. Bon, ça je sais pas. Mais en fait son entreprise elle a deux trucs, c'est qu'elle va du coup faire Klaus par exemple, enfin produire Klaus. Ouais. Mais le truc principal qu'ils font, c'est de créer des dizaines de personnages en fait. Donc lui, en fait, il pensait vraiment sur tout ce qui est design de personnages. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, c'est le premier film de Netflix, le premier production Netflix d'animation, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'y en a pas avant. C'est plutôt une très grande réussite. Alors du coup, voilà, j'ai dit au niveau des acteurs, à part J.K. Simmons. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. C'est le prof de musique dans Whiplash. Ouais, exactement. C'est J. Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Voilà. Ouais, donc, toujours pas, ouais. D'accord. Bon, voilà, donc, à part lui, j'avoue que les autres noms me parlent moins. Peut-être Jason Schwartzman, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr. Oui. Le nom me dit rien. Immense acteur que j'aime beaucoup. Il a pas mal joué pour Wes Anderson. Wes Anderson, ouais. Et, et il joue dans Marie-Antoinette aussi, de sa cousine Sofia Coppola. La cousine de ? Il fait qui ? Il fait Jason Schwartzman, il fait partie de la famille Coppola. Ah, ok, je savais. C'est le neveu de Francis Ford. D'accord, ok. Il fait qui dans Marie-Antoinette ? Il fait le roi Louis. Ok, d'accord, je vois. Donc voilà, il fait une voix aussi. À part ça, bon, ça se trouve, ça va être encore des noms que je dis, je sais pas, puis si je vous le dis, vous allez dire, mais oui, évidemment, c'est lui. La voix de la fille, c'est qui ? Parce que j'avais l'impression de la reconnaître. Rashida Jones. Ouais, bah ok. Elle joue dans le dernier Sofia Coppola, justement. D'accord. Ok. Dans On the Rocks. Je l'ai pas vu. Ok. Elle joue dans Garfield aussi, voilà. Ah oui, ça rigole pas, quoi. Donc voilà, donc évidemment le film est disponible sur Netflix, hein, ça c'est assez évident. Étrange, tiens. Alors pour parler un petit peu de l'histoire, on a Jesper, qui est un jeune nanti, j'ai envie de dire, qui est le plus mauvais étudiant de l'académie de Postier. Son père était un énorme bourgeois, c'est celui qui a l'entreprise, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc lui, il vit la belle vie, il a ses beaux quartiers, voilà. Et puis un jour, il est convoqué par son père qui lui dit, bon, t'es nul, tu es dernier, au bout d'un moment, il va falloir que tu te bouges le cul. Lui, très hautain, il laisse un peu parler, il se dit, ouais, d'accord, ok, très bien. Et donc son père, il dit, bon, écoute, c'est très simple, on va t'envoyer dans la ville de Smyrnsburg, qui est une ville au nord, je sais même pas si c'est une vraie ville ou si c'est inventé pour je pense que c'est inventé. Ouais, je pense aussi. Et donc, il est envoyé sur cette ville qui est une ville proche de Cercle Arctique, etc. Donc, très dans le nord, pas très... comment on dit pour... j'oublie toujours mes mots. Pas très accessible. Grave. Ouais, non, c'est pas le... Un petit peu hostile, j'ai envie de dire, en tout cas. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et donc, il lui dit, tu vas devoir ouvrir un poste de postier dans cette ville pendant 1 an et gérer la poste là-bas. Et donc, c'est un petit peu sa mission. Et quand il va se rendre là-bas, il va se rendre compte que c'est une île qui est peuplée par deux peuples, deux clans, ouais, voilà, 2 clans qui se font la guerre et qui se détestent. Et donc, évidemment, quand tu as 2 personnes qui se font la guerre et qui se détestent et qui ne parlent que en se tapant ou des choses comme ça, t'envoies pas beaucoup de lettres finalement à ces gens-là. C'est étrange, tiens. Voilà, donc du coup, c'est compliqué quand t'es postier d'être dans une ville de personnes qui n'envoient pas de lettres du tout. Ouais, bah ouais. Et donc voilà, sa mission, ça va être de créer cette maison de postier, enfin voilà, cette poste, tout simplement. Okay. Et voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, parce que ça me semble être... Alors c'est un film de quand, du coup ? 2019. 2019 ? Oh oui, c'est tout récent. Ah oui, c'est récent, ouais. Je vois qu'en tout cas, t'es sur une bonne lancée de postier. Peut-être une... Pourquoi ? Parce que dans... Loving Vincent, dans Loving ça Vincent, oui, j'avais pas le lien. C'est une reconversion, aussi, ouais. Peut-être, bientôt. Et oui, ouais, c'est ça. Je peux peut-être envoyer mes CV à la poste. Du coup, je devine que c'est un film accessible plus. Ouais, c'est 10. Ouais. Enfin, facile. Je sais pas, vous qui avez vu... Oui. Voilà. Il fait combien de temps ? Il fait 1h30, à peu près. Peut-être 1h30, 1h40. Oui. Ok.
Voilà, mais c'est ces formats-là, quoi, de film d'animation d'1h30, quoi. Alors, du coup, c'est quoi? C'est un film espagnol, du coup? Ou c'est une. Je crois que c'est considéré, du coup, comme un film espagnol, mais après, c'est américain, c'est en anglais. Bah, en fait, je crois pas. En fait, c'est pas clair. Quand j'ai regardé, ça disait espagnol ou. Parce que comme lui est espagnol et que sa boîte de prod doit être, du coup, espagnol. C'est peut-être une C'est une coprod. coprod, ouais. Bah, c'est une coprod, mais du coup, ouais, on est sur Netflix américain et lui espagnol. Mais du coup, si tu mets VO, c'est quoi? C'est non, l'anglais. c'est en anglais, par ouais. contre. C'est en anglais, ok. Ouais, le film est vraiment en anglais. Bah, ouais. Donc. Et ça aurait pu être intéressant. Je crois que j'ai jamais regardé de film en espagnol, donc ça aurait été marrant, tu vois. Bah, écoute, ça sera pas pour aujourd'hui. Quel dommage. Ouais. C'est un univers complètement fictif, du coup, où il y a des Il me petits points semble de que c'est un repère. univers complètement fictif. Hein. C'est un univers complètement fictif avec des inspirations de peuples scandinaves, notamment les Lapons. Donc, Ouais, il s'inspire de pas mal de trucs, mais toute l'histoire et tout, je crois pas qu'il y ait de. Enfin, c'est une création originale, quoi. Oui. oui. Donc, De toute ouais. façon, c'est du fantastique. Donc, C'est ça. Ok. Bah, écoute, je pense pas avoir spécialement plus de questions. Je sais pas si vous en avez. non. Moi, j'ai vu le film. donc, Moi, j'ai vu le film, mais pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui lisent des comics, rien à voir avec le comics Klaus de Grant Morrison. Donc voilà. Je lis pas de comics, donc c'est nickel. Mais du coup, oui, bah, vu que vous avez peut-être pas de questions, mais si vous avez des trucs à rajouter sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Non, bah, je Non, pense que non, je vois pourquoi tu t'arrêtes Moi, là. je vois aussi pourquoi tu t'arrêtes. Au niveau du plot, donc on peut s'arrêter là. Ok. Va falloir que je définisse un gagnant là-dessus. Ah bah, Parce que je suis tenté par beaucoup de films là. Pas du tout. Aucun. Ah. Ça va être dur. Hein, ouais, ça va être dur, je pense. Je pense que ton film m'attire plus, parce que c'est de l'animation. Ok. Je pense qu'après, il y a celui de Pauline, et après, il y a celui de Louis, parce que le Père Noël, j'y crois plus, donc m'a pas arrivé à m'avoir comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, J'ai pas vu le film encore. t'as parlé d'animation. Klaus, c'est de l'animation mélange d'animation 2D et 3D. Donc voilà, mais très jolie animation, moi je trouve. Hein. CGI, du coup ou... Enfin, genre, je sais pas comment dire. Genre 3D style le nouveau foot de rue ou. Ouais, du style animation 3D comme on en parlait. En fait, dans mes souvenirs, les décors sont en 3D, mais les personnages sont plus ou moins dessinés en 2D, puis c'est comme s'ils étaient refaits par ordinateur en mi-3D, mi-2D. C'est assez bizarre. Okay. L'animation est super belle, et moi je l'avais jamais vue nulle part, quoi. Mais je trouve que ça se rapproche. Enfin, si tu dois rapprocher un style, ça se rapproche plus du 2D que du 3D récent là. Okay, oui, quand même, oui. Ouais, tu sens quand même la 3D, je trouve. Hein. Oui. Bah écoute, je pense qu'on peut passer au prochain round du coup. Et bah alors le deuxième round. Et bah donc le deuxième round, on va parler de comment est traité Noël dans nos films. On va recommencer par Pauline. On a décidé de maintenant toujours garder le même ordre, c'est plus simple à l'écoute pour bien différencier et savoir plutôt que tout mélanger à chaque fois. Donc Pauline, tu peux nous dire comment est traité Noël dans ton film? Ouais, bah alors moi j'ai pris un petit risque, on va dire, parce que mon film n'est pas exactement situé à Noël. Il se déroule pendant 3 jours qui sont les 3 jours avant le Nouvel An. Donc c'est période de fête, mais Noël est déjà passé. Sauf que ça nous est tous arrivé de ne pas pouvoir faire Noël avec nos proches ou de faire Noël en plusieurs fois, voilà. Et là, les amis, ils se regroupent, ils se sont pas vus depuis hyper longtemps et ils se réunissent juste après Noël. Donc forcément, il y a un mood de Noël. D'ailleurs, le manoir, il est décoré avec plein de décorations de Noël. Il y a un sapin, il y a quand ils arrivent sur l'espèce d'immense porche d'entrée, il y a un gros truc welcome avec un Père Noël. Voilà, il y a des guirlandes de partout. Et il y a un des personnages qui a prévu des cadeaux pour tout le monde et qui fait des cadeaux à tout le monde. Et justement, ils lui disent mais Noël, c'était il y a 10 jours. Et elle dit vous vous foutez de ma gueule, on se voit jamais et tout. Évidemment, je vous ai fait des cadeaux de Noël. Enfin, du coup, il y a vraiment quand même cette ambiance Noël conviviale où ils font des grands repas tous ensemble. Voilà, ils s'échangent des cadeaux. Et même si après la fête qu'ils font ensemble, c'est le Nouvel An. Je trouvais que ça correspondait quand même bien à la période et comme il se passe sur plusieurs jours, voilà, il peut se passer plusieurs choses qui ramènent à Noël et à cette période de fête aussi où
Ça nous est tous arrivé aussi d'avoir un dîner peut-être plus de famille qu'entre amis où il y a plein de trucs qui ressortent, les dîners un peu interminables où au final tu commences de manière très conviviale et ça finit avec plein de ressentiments et tout. Bah là je trouve qu'il y a un peu cette ambiance aussi où ils se retrouvent, il y a un grand dîner, au début ils sont tous contents d'être ensemble et puis au final il y en a un qui dit un truc qui plaît pas à un autre et du coup ils commencent à le tailler sur un truc de il y a 20 ans et du coup je trouvais que ça collait assez bien quand même avec Noël. Du coup, il y a le repas interminable de Noël dans ton film. Bah, y a une scène de repas en particulier où justement il y a plein d'échanges et tout, mais pas forcément interminable parce que justement il y a des choses qui viennent un peu écourter le repas ou voilà, faire partir des gens de table. Et c'est genre le repas de Noël avec le chapon, machin et tout ou... Je sais plus ce qu'ils mangent, mais c'est genre... tu sens qu'il y a eu de la grosse préparation, justement c'est la domestique de Peter qui a préparé. Et tu sens que c'est genre du repas de fête, quoi. Ok. Bah écoute, j'ai pas plus de questions, je pense. Il y a un sapin ? Oui, il y a un sapin. D'ailleurs, au tout début, quand Peter il dit je vais inviter mes amis et tout, il est en train de décorer son sapin. Donc voilà. Ok. Et pas de Père Noël, du coup, ou de personne déguisée en Père Noël dans... Non, par contre, ça, c'est évité. Okay. Bah, c'est cool. J'ai pas d'autres questions. Je sais pas toi, Louis. Non, j'en ai pas. Moi, je trouve ça juste hors sujet, moi. Mais bon, c'est tout. On verra. Hein. Bah, visiblement, c'est pas pendant le jour de Noël, mais ça a l'air de coller quand même à la période de fête, tu vois. Ouais, ça dépend comment on voit le film de Noël, mais moi, je vois pas forcément ça un truc comme quelque chose qui aborde Noël en mode c'est le jour de Noël, mais c'est une ambiance. Et comme j'ai dit, ça nous est tous arrivé de fêter Noël en décalé parce que le 25, on est avec notre famille, et puis après, on voit les oncles et les tantes, les grands-parents. Non, mais j'ai juste envie d'être de mauvaise foi, c'est tout. Il y a de la neige aussi ou pas ? Non, je crois pas qu'il neige. Ok. C'est vrai que la neige, grand truc de film de Noël. Hein. Ouais, c'est vrai. Je me demande pourquoi. Bah oui. Là, ça se voit qu'il fait froid, ils sont habillés chaudement, mais... Tu dis ça, mais ça fait un moment qu'il neige plus. Hein. Oui, mais normal. Ouais. On aurait été à New York l'année dernière, je te jure qu'on aurait vu de la neige. Ah ouais. Moi, ça manque un petit peu. Bon, c'est parce que je sais pas, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Ça permettait de pas aller à l'école, c'était cool. C'est vrai que ça va grave t'empêcher d'aller à l'école. Non, bah plus maintenant. Louis, tu veux nous dire pourquoi, enfin comment ton film traite pas Noël, mais si bon, ça va être rapide, je pense du coup. Ça va être assez rapide, mais il se passe à New York en hiver, mais il y a pas de neige. Ah ouais. Oh. Enfin, ici, il y a un peu de neige sur les arbres, mais il neige pas comme dans tous les films un peu clichés de Noël. Donc, mon film, en fait, il traite le thème de Noël au travers de ce personnage de Kris Kringle qui se croit être le Père Noël, mais toute l'ambiance autour du film, donc de ce grand magasin de jouets, de ces enfants qui vont sur les genoux du Père Noël pour lui demander, pour lui dire ce qu'ils veulent pour Noël et tout. Et donc forcément, ce vieux monsieur déguisé en Père Noël. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est aussi la façon dont il traite la croyance au Père Noël. Et plus largement, l'importance de l'imagination chez les enfants, et donc l'importance pour que des enfants qui doivent croire au Père Noël, car en fait, ça va leur créer de l'imagination. Et tout le film est tourné autour de ça, de est-ce que Kris Kringle est le Père Noël ou pas. Et durant la scène de procès, pour qu'il gagne en fait le procès, il faut qu'il y ait la preuve de la croyance du Père Noël, une preuve irréfutable. Et donc il y a ce côté de la croyance, et notamment de la part de la petite fille qui est très cartésienne au début et qui va au final, au contact de ce vieux monsieur, commencer à s'imaginer des trucs, s'imaginer plein de choses autour du Père Noël, mais bien plus loin, jusqu'à chanter des berceuses en fait. Le Père Noël va lui demander s'il peut chanter une berceuse. Elle dit mais on m'en a jamais chanté en fait. Et du coup il y a ce côté-là de Noël que j'aime beaucoup, et de ce thème de Noël qui est important, celle de la foi, de la croyance et de l'imagination, et notamment des enfants. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est en plus un film de Noël aussi dans son propos, plus que dans ce qu'il montre en fait. Certes, il y a le Père Noël dedans, certes, il y a un grand magasin de jouets, certes, ça se passe pendant la période de Thanksgiving jusqu'à Noël, mais il y a ça aussi. Il y a cette idée-là de croire au Père Noël, et quelle est l'importance pour les enfants
de croire au Père Noël. Et en fait, l'important, c'est que ça va leur permettre d'imaginer plus loin que leur bout de leur nez et tout, d'imaginer des choses incroyables et au final de les faire rêver. Et c'est ça qui est beau. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que le film, il est quand même critique ou c'est quelque chose de très bienveillant ? Parce que les Américains, à cette période, ils aimaient bien quand même glisser surtout dans des films qui restent... C'est critique sur le côté mercantile de Noël. Ouais, ok, parce que quand tu parlais de grands magasins et tout, je m'imaginais forcément un peu une critique du capitalisme. C'est un peu rigolo, justement, parce que le Père Noël est donc dans ce grand magasin de Macy's, et il y a des enfants qui lui demandent donc des jouets et tout, et à un moment, le Père Noël lui dit « Ah, on l'a pas à Macy's. Par contre, au magasin d'en face, tu le trouveras. » Et en fait, il guide les clients vers d'autres magasins, ce qui scandalise forcément les directeurs et tout. Ouais. Et en fait, ça a l'effet inverse. En fait, le Père Noël, il dit « Mais ça sert à rien de chercher absolument à vendre des jouets dans nos magasins. L'important, c'est de faire plaisir aux enfants. » Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, et qui est très lié à Noël, au final. Et au final, ça va marcher et tout, parce que les clients vont dire « Ah ouais, tout le film, là. » Comment ? Tu nous racontes tout le film. Non, t'inquiète, mais juste peut-être... Non, mais il n'y a pas de gros spoil non plus. Hein, ok. Et du coup, c'est ce qui va fonctionner dans le magasin et tout. C'est parce que les clients vont être fidèles au magasin, parce qu'il y a cet homme honnête qui ose dire que bah non, on n'a pas ce jouet-là en magasin, allez en face. Et je trouve ça super cool. Et effectivement, ce vieux bonhomme en fait critique un petit peu le côté mercantile de Noël en disant bah on s'en fout en fait d'où est-ce qu'on va acheter nos jouets. Le plus important, c'est le sourire du gamin qui va ouvrir son cadeau, quoi. Ok. Alors juste par contre, question pour vous tous, mais au final, New York, c'est pas un peu de Noël aussi, genre ? J'ai l'impression que tous les films de Noël, ils ont été faits à New York. Bah le mien non, du coup. Ouais, mais je veux dire, je trouve New York, c'est vite associé à Noël. Bah, peut-être aussi parce que ce qu'on a dit, c'est que Noël, c'était très américain, que c'est une fête qui est hyper prise au sérieux. Là-bas, ils font vraiment les trucs en grand. Et New York, c'est aussi l'image du truc, du gigantisme, du truc en grand. Et du coup, l'un associé à l'autre. C'est ça, et New York, bah, c'est là aussi où il y a énormément de grands magasins de jouets très connus. Il y a tous les ans leur immense sapin sur Rockefeller Center, avec leur patinoire. En fait, toutes les images de Noël à New York font le tour du monde. Donc du coup, au final, effectivement, ça reste ancré dans la tête. Et effectivement, il y a beaucoup de films qui se passent à la période de Noël et à New York. Donc du coup, ça lie forcément un petit peu les deux, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai réussi à retenir cette question que j'ai maintenant depuis peut-être 5 minutes, même plus. À un moment, tu cites le mot foi. Et donc, du coup, c'est vrai que Noël, mine de rien, ça reste à la base une fête religieuse. Oui. Et donc, je me demandais, est-ce que c'est une question à vous deux aussi, pas que à Louis, mais est-ce que c'est l'aspect religieux, c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos films ou pas du tout ? Moi, pas du tout. C'est vraiment la foi en Père Noël, la foi dans l'imagination. Okay. Effectivement, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé ce mot. Non, c'est pas du tout une idée comment tu l'avais utilisé, mais du coup, ça m'a fait revenir ça comme question. Oui, mais voilà, c'est effectivement, il y a. En fait, mon film est aussi sur cette idée de croyance que Noël n'est plus aussi une fête chrétienne et qu'il y a il y a une autre croyance qui a pris le pas à Noël, en fait, tout simplement. Ouais, non, moi, pas vraiment non plus. Tu sens que les personnages abordent pas du tout la question. Le seul truc qui peut faire peut-être écho, c'est le personnage de la servante, du coup, où tu sens qu'elle a une éducation où elle est très... comment dire, conservatrice, on va dire. Okay. Et du coup, ils sont un peu plus jeunes, ils font les foufous et parfois ça la choque un peu. Tu sens qu'il y a un peu un décalage générationnel. Mais il n'y a pas du tout la question religieuse qui est abordée directement, en tout cas. Ok, parce que du coup, on va reparler de Snoopy 2 secondes. Mais dans Charlie Brown Christmas, il y a le personnage, je crois que c'est celui de Linus, qui lui chaque personnage a ses caractéristiques. Et lui, il est très chrétien. Il y a un moment vraiment où il se met sur scène et il lit un morceau de la Bible. Je sais pas si tu. Oui, c'est vrai, je me souviens. Et donc vraiment, là, t'as vraiment tout l'aspect religieux de Noël, quoi. Du coup, je me suis dit, on sait jamais. Dans le mien, pas du tout non plus. Pas d'aspect religieux. Ok. Il y a des pulls moches aussi dans vos films ou pas ? Non. Moi, ils sont habillés comme des British, donc selon ta sensibilité à l'élégance britannique, tu peux trouver ça soit très moche, soit très joli. En sachant que les pulls moches de Noël, c'est les Britanniques qui l'ont inventé. Donc, Ah ouais ? Ouais, je crois. Ouais. Ok. Non, ils ont pas spécialement des pulls moches. Il y a un des personnages qui est
habillé bizarrement un peu genre prof de SVT, tu vois. mais non, sinon ça va. Ok. Moi, je pense pas avoir spécialement plus de questions pour le film de Louis. Moi non plus. Bah écoute, je prends la enchaîne. suite. Ouais. Alors du coup, donc je parlais de Klaus qui va ouvrir son avant-poste de postier. C'est pas Klaus du coup. Oui, pardon. Enfin, dans le film de Klaus, je voulais dire, je parlais du film de Klaus. Donc oui, Jesper qui ouvre à Smirensburg, tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jesper il va rencontrer 2 personnes. Donc déjà dans un premier temps, une professeure d'école. Mais je pense, moi en parler, c'est très intéressant dans le film, mais là, je n'ai pas grand-chose à en dire tout de suite. Okay. Mais surtout, un charpentier qui s'appelle Klaus et qui est un homme un peu bourru, avec une grosse barbe. En fait, c'est l'image qu'on a du Père Noël, quoi. Sauf que c'est pas le Père Noël, c'est Klaus. Et lui, il vit très reculé dans sa petite cabane, et comme il est charpentier, il s'amuse à faire des... Enfin, il y a des raisons, hein, mais je vais pas tout dire parce que c'est intéressant, je trouve, de le savoir. Mais donc, il fait des jouets, il crée des jouets. Et il décide que quand il a une lettre qui lui parvient, il va aller offrir des jouets à cet enfant. Et en fait, tout le film se focalise sur, en fait, du coup, comme tu disais, Louis, la croyance de Noël. Et en fait, on a beaucoup de traditions de Noël. En fait, les cadeaux, les rennes, le traîneau. En fait, les cookies et le lait qui sont laissés pour le Père Noël. Exactement. Tout. Le charbon pour les méchants enfants. Ouais, le fait de passer par la cheminée, le fait que le Père Noël dise ho ho ho. Tout ça, c'est des traditions qui sont de Noël. Mais en fait, quand on se pose 2 secondes, on dit d'où ça vient. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui sache quelle est la source vraiment de cette tradition, quoi. Et en fait, le film Klaus va se dire, on va reprendre toutes les traditions et on va leur donner une origin story, en fait. Ok. Et donc ce Klaus, qui est juste un homme comme ça, on va comprendre que c'est Santa Claus et qu'il va avoir un lien avec ça. Et en fait, tout finalement amène petit à petit à la création de toutes les traditions de Noël et de Noël, en partant de choses qui sont très logiques et très induites par l'histoire, quoi. Et vraiment, tous les aspects, vraiment le ho ho ho, on va comprendre, ah ok, ça vient de là, mais c'est imaginé par Sergio Pablo, c'est pas quelque chose qui existe, quoi. Il a vraiment décidé de reprendre chaque aspect de Noël et se dire, moi je vais créer mon origin story de Noël. Et je trouve ça super intéressant, quoi, de se dire, on a des aspects et on va essayer juste de réfléchir à comment ça aurait pu exister, ce truc, pourquoi on en est là aujourd'hui. Et ça, c'est un aspect que j'aime vraiment beaucoup dans le film et j'ai trouvé très intéressant de comment il questionnait les traditions et d'où elles viennent, quoi. Ouais. Et du coup, il a fait l'origin story des pulls moches aussi ou pas? Non, je crois pulls pas. moches, je crois que c'est un des seuls trucs qu'il n'y a pas, mais parce que je pense que du coup, c'est pas. C'est plutôt le côté mercantile un peu de Noël. Les pulls moches. Et c'est pas vraiment le truc, comme tous les autres trucs que je t'ai dit, les rennes qui volent, le traîneau, la hotte, tout ça, c'est vraiment très Noël. Même les lutins, il a réussi à créer une origin story à ça. Ouais. Et je trouve que tout est ultra intelligemment fait. Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans le film, c'est que, du coup, il ramène des traditions fantastiques et tout à quelque chose de très pragmatique. Ouais. En mode, pour justement... Oui, évidemment, il y a des éléments fantastiques. Non, mais juste, mais à la fin, on a quand même une petite touche de magie. Oui. Qui, du coup, parfait, quoi, la petite cerise sur le gâteau. Mais ce que j'ai trouvé cool, c'est que justement, pour tous les gens qui sont un peu en mode de toute façon, on croit pas au Père Noël parce que c'est des histoires inventées pour faire rêver les enfants, là, en gros, il t'invente une histoire où il peut tout expliquer de A à Z, pourquoi tel truc est comme ça. Et parce que du coup, ce que t'as pas dit directement, mais qui est évidemment induit par ton explication, c'est que au début du film, Noël n'existe pas. Il y a Christmas, parce qu'ils le disent, du coup. Ils disent que c'est la période, mais... Non, ils disent, il y a tel jour, c'est Christmas. Donc en fait, c'est peut-être l'aspect religieux, du coup, ils ont juste repris ça, mais en enlevant tout le reste, quoi. Oui, donc, la fête de Noël n'existe pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir, dans un monde où on n'a pas cette légende fantastique, qu'est-ce qui aurait pu amener à ce que quand même on se fasse des cadeaux pour les enfants et tout. Et c'est ça que j'ai trouvé très cool dans le film. Et vraiment cet aspect, il n'y a rien, t'as l'impression qu'il sort vraiment de il fallait trouver un truc pour cet aspect-là. Bon, on va mettre ça. Tout est, je trouve, ultra impensé, ça découle super bien. Et il va pas en faire des tonnes, tu vois. Par exemple, le ho ho ho, c'est un truc, ça arrive un petit moment, c'est une petite blague, etc. Et t'en reparles plus, et puis on a compris, tu vois. Et c'est pas en train de refaire les tonnes sur les traditions et tout, et j'ai trouvé ça vraiment cool. Ok. Cette façon de,
d'en parler. Mais le film, je trouve, a beaucoup de thèmes qu'il aborde de manière assez intelligente. Alors que, bon, on pourrait penser que c'est juste un petit film d'animation sur Noël, mais je trouve que c'est quand même... toutes les positions qu'il prend, c'est super intéressant, je trouve. Du coup, il y a aussi l'origin story de pourquoi il y a un chapon sur les tables et pourquoi il y a des débats politiques qui divisent tout le monde. Non, ça y a pas. Ah, putain. Et c'est ça qui est intéressant dans ton film, Deka, en vrai, c'est vraiment trouver l'origin story des traditions fantastiques. C'est celles que les enfants lisent, en fait. Faites vraiment celui du conte de Noël, tout simplement. Et, ouais, et c'est vraiment très très beau et très mignon. Ok. Écoute, je pense pas avoir spécialement plus de questions. Moi, je crois. Ça me semble quand même assez concis. Ok. On en est où? Deka toujours en tête de sûr. Après, il y a Louis et après, il y a toi, Pauline. Ok. Parce que ça me semble quand même un petit peu éloigné de Noël, tout de même. Ok. Ah ouais? Ouais, quand même un peu. Ouais, j'avais pas l'impression, mais tu verras en regardant le film. Hein. Pour l'instant, depuis le début, on n'a eu qu'un film que tu as jugé hors sujet. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. C'était l'échelle de Jacob. Le thème était compliqué aussi. Enfin, ouais. Le fait que ce soit une plateforme en particulier, je pense, vous a beaucoup restreint. Et du coup, c'était pour une fête que tu avais trouvé un hors-sujet, donc peut-être que deuxième fête, hors-sujet. Moi, je pense que le film de Pauline est hors-sujet, mais bon, ça c'est... Bah, écoute, ça dépend. Ça, c'est parce que je suis sujet, aigri, c'est tout. De toute façon, Frigo verra bien. Hein. C'est vrai. Écoutez, si on a tout dit, on peut passer au troisième round du coup. Et bah, let's go. Alors, le troisième round qu'on appelait... Le 13e. Le troisième, pardon. Ouais, je suis enrhumé, j'ai du mal à parler. Le troisième round qu'on appelait Pourquoi on doit gagner, bah, ça va être un peu le round là où on va... Si on a des trucs à rajouter, des petites pensées, etc., qu'on va pouvoir vous partager. C'est un peu la synthèse. C'est un peu la synthèse, et même voilà, des choses qui ne se prêtaient pas aux 2 premiers rounds, vous avez envie de les rajouter. Donc, on reprend avec Pauline dans le même ordre. Ouais. Et vas-y. Du coup, effectivement, pour la partie Noël, j'ai parlé de l'aspect film de bande, où les acteurs se connaissaient tous très bien, et du coup, la dynamique marche hyper bien entre eux. Et on a ce côté un peu... en fait, on aurait envie de faire partie de la bande de potes, ou bien ça nous rappelle des choses qu'on peut vivre avec nos potes, donc voilà. Après, en termes de mise en scène, j'en ai pas encore parlé, mais alors, Kenneth Branagh, j'ai dit en introduction qu'il n'était pas toujours hyper convaincant, mais pour le coup, ce film-là, il est extrêmement bien mis en scène. C'est assez subtil, il y a pas mal de plans-séquences où il est dans des pièces et il va un peu tourner autour des personnages et on va réussir à passer d'une extrémité à l'autre de la pièce et d'un personnage à l'autre avec des mouvements très fluides et très doux. Par exemple, tout à l'heure, je parlais d'une scène de chanson. Donc en gros, ils sont tous assis ensemble, je crois, au coin du feu ou un truc comme ça. Et en fait... il y a deux des amis qui sont en couple qui écrivent des jingles de pub. Enfin, c'est leur métier, ensemble, ils font ça. Et du coup, qui sont depuis toujours particulièrement portés sur la musique, la chanson, etc. C'est un peu les chanteurs du groupe. Du coup, ils leur demandent, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous chanter un truc et tout. Et donc, ils se lèvent, ils vont vers le piano, ils se mettent à chanter. Et puis, peu à peu, il y a tous les personnages qui arrivent autour d'eux pour chanter avec eux, ou pour danser, ou un truc comme ça. Et tout ça, c'est en plan séquence et c'est hyper fluide, c'est trop bien. Et il y a plusieurs autres moments qui sont comme ça. Donc moi, j'ai trouvé... c'est de la mise en scène que j'apprécie beaucoup, des choses qui sont assez fluides, pas trop dans la démonstration, mais qui marchent très bien pour les films de bande, justement, ou surtout pour le huis clos aussi, où tu dois quand même réussir à créer du mouvement, à pas t'ennuyer dans un espace fermé. Là, ça marche bien. J'ai parlé déjà de l'humour aussi. Il y a des trucs hyper décalés. Voilà. Il y a une thématique autour du sexe qui est assez présente. Des relations sexuelles entre les personnages, voilà, du fait ils arrivent à un certain âge, de ceux qui ont plus trop de relations sexuelles, celles qui en a encore beaucoup et tout. Ça, c'est l'esprit de Noël, ça. Et non, et du coup, dans tout ça, il y a le côté british qui est très amusant, et en même temps, je trouve que c'est fait de façon intelligente, justement, pour questionner le rapport d'une personne qui commence à vieillir au sexe, ou d'un couple qui est ensemble depuis longtemps, ou ce genre de choses. Et je trouve ça assez intelligent. Il y a aussi toute une question autour du personnage de Peter, du coup, qui est seul dans son grand manoir, qui a pas de personne qui partage sa vie, et du coup ses amis, ils sont un peu là en mode, c'est ses meilleurs amis, mais ils osent pas trop lui poser la question, est-ce que c'est parce que t'es gay, est-ce que t'es asexuel, enfin un truc comme ça.
Et comme ça, là. Non, mais il se pose plein de questions, voilà, et ils osent pas trop lui demander. C'est un peu en demi-mot, et puis au final, on a des explications au cours du film, mais je trouve que c'est très bien amené. Donc c'est un film qui est assez simple dans sa forme, assez simple dans son déroulé aussi. Enfin voilà, c'est des amis qui sont en vacances ensemble au final, mais qui arrivent à aborder plein de choses différentes. En gardant une touche d'humour, mais des choses aussi qui sont sérieuses. D'ailleurs, j'ai pas raconté aussi, mais le couple du coup de la bande, en fait, ils ont eu des jumeaux, et il y en a un des deux qui a fait une mort subite du nourrisson. Du coup, ils ont plus qu'un enfant sur les deux. Et évidemment, ils sont traumatisés par ça. Et du coup, la mère, c'est la première fois qu'elle part loin de son fils depuis que c'est arrivé. Et du coup, c'est genre la mère insupportable qui arrête pas d'appeler la babysitter toutes les 2 secondes pour savoir si ça va ou pas. Et du coup, il y a aussi ce côté-là qui est abordé. En fait, chaque personnage porte un peu une question qui lui est propre, mais qui pourrait toucher plein de monde. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, ils sont très complémentaires, toute la dynamique fonctionne très très bien. Donc voilà. Mais une petite question, mais du coup les personnages qui sont un peu stéréotypés, sans que ça soit négatif, hein, mais est-ce qu'on retrouve vraiment des personnages très stéréotypés? Bah justement non, je trouve que c'est là où c'est bien fait. Enfin, oui, mais c'est pas une critique parce que non, mais par bien exemple, en fait, pas pour te couper, mais tu parlais un peu, tu sais, du fait que ce soit un huis clos, que t'as plusieurs personnages qui discutent et tout. En fait, et même le fait qu'il y avait de la musique à un moment. Du coup, ça m'a fait penser à 8 femmes. Et c'est aussi l'occasion d'en parler parce que c'est un peu un film de Noël aussi. C'est vrai. Oui. Donc voilà, mais les personnages dans 8 femmes sont tous ultra stéréotypés, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que là, oui, non. Bah là, c'est un peu stéréotypé dans le sens où tu sens quand même assez vite ce que chacun représente. Surtout, t'as le mec qui est avec sa femme américaine, qui est l'actrice insupportable, qui ne pense qu'à ses rôles, qu'à son physique, qui a des valises qui font 30 kilos, enfin voilà. Mais justement, c'est très vite cassé pour donner plus de nuances aux personnages et plus de profondeur. Et ils ont tous un peu aussi leur petite scénette où ils vont avoir une interaction avec un personnage où tu t'y attends pas, où ils étaient pas spécialement en lien à la base, mais qui du coup va faire qu'ils vont se retrouver à être plus sincères parce que c'est quelqu'un qu'ils connaissent moins et du coup devant qui ils ont moins envie de faire très bonne figure par rapport à ce qu'ils pensent renvoyer. Et du coup c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant dans ces personnages. C'est effectivement ils sont un peu stéréotypés. Mais c'est contourné quoi. Ok. C'est un film à gros budget ou pas? Je sais pas le budget, mais je pense pas du tout. Ok. Franchement, c'est un truc bande de potes. Dans un truc qui a dû coûter peut-être le plus cher, c'est la location du lieu de tournage parce que c'est vraiment un grand manoir. Mais après, je pense que ça peut être tourné avec 3 fois rien. Ça a dû être tourné en pas beaucoup de temps. Alors j'ai trouvé le chiffre 5 millions le budget. Quand même gros, non? Je connais rien. C'est du petit budget pour une production. production professionnelle avec des gens connus et tout. Il a rapporté 7,2 millions, donc positif. Ok. Bravo. Mais écoute, je pense pas avoir plus de questions que ça. Je sais pas vous. Non, moi j'ai pas de questions. J'ai pas plus de questions. Ouais, c'était très clair. Bravo. Et bah écoute, Louis, à toi. Ouais. Alors, moi, c'est un film avec lequel je prends un petit peu un risque encore. Oh. Parce que il n'est pas non plus parfait pendant 1h40 et je trouve qu'il y a une petite baisse de rythme malgré tout dans le film. Et faut que je sois honnête avec toi, effectivement, il y a même un moment qui m'a un peu fait sortir du film, mais qui n'est pas inintéressant. Je parlais tout à l'heure donc de la critique un peu mercantile de Noël que le film faisait, mais il y a aussi une critique sur la justice américaine, puisque le juge qui va juger le procès et tout, on va lui dire « Fais attention, tu dois juger le Père Noël. C'est une figure emblématique, populaire, et t'as une élection l'an prochain, donc fais attention. » Et du coup, il est toujours un petit peu le cul entre 2 chaises, à la fois faire son boulot ou être complètement corrompu et dire on la quitte parce que voilà, je suis juge et je veux être élu, quoi. Donc il a un peu ce cul entre 2 chaises et c'est intéressant, mais moi ça m'a un peu sorti du film. Je t'avoue que c'est trop terre à terre du coup. Oui et non, c'est
surtout parce que c'est le personnage du juge et de l'autre personnage qui lui dit de faire attention, arrive un peu comme ça, d'un claquement de doigts, en fait, et sans trop d'introduction et tout. Et moi, j'étais un peu en mode, ok, c'est qui ces deux-là Ah oui, en mode, il avait un message à faire passer, bon... voilà, c'est un peu... voilà, mais c'est très intéressant quand même. Ensuite, par contre, ce que j'aime beaucoup dans mon film, et c'est ce qui rapproche un peu mon film de Suite des cas, c'est qu'il n'y a pas d'éléments fantastiques. Alors, Suite des cas, il y en a un petit peu, mais c'est très léger. Mais le mien, c'est ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'y a pas d'éléments fantastiques. Pour prouver que c'est le Père Noël, il va pas avoir de la magie. Il y a Kris Kringle, ce vieux bonhomme, va pas prouver, regardez, je vole avec mes rennes et tout. Pas du tout. Et c'est super agréable. Enfin, il y a quelque chose où c'est vraiment la croyance qui va sauver cet homme, en fait. Et au final, ça fait du bien. Genre, contrairement un petit peu aux téléfilms de Noël qu'on a aujourd'hui, où il y a souvent ce côté fantastique d'un coup à la fin. « Ah, dis donc, ce vieux SDF que j'ai sauvé, c'était le Père Noël et il vole dans le ciel. Ah, dis donc. » C'est saoulant. Alors que là, pas du tout. C'est vraiment ce vieux monsieur, il est touchant, il est généreux, et c'est pour ça qu'il est le Père Noël. Ok. C'est pas parce qu'il a des pouvoirs magiques, c'est qu'il a un cœur en or, mais un cœur, mais gros, comme ça, tu vois. Enfin, vraiment. Je le voyais pas, mais il étend ses bras. Ouais, j'étends mes bras, j'essaye d'étendre mes bras le plus possible. Et du coup, c'est ça qui est super beau dans le film et que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qui fait la force du Père Noël ? Qu'est-ce qui fait la force de Noël au final ? Et c'est ça, c'est ce personnage de vieux bonhomme qui est super bien joué, donc il a remporté un Oscar pour son rôle et il est super bien joué, il est touchant, il a un sourire, mais t'as envie de lui faire un câlin à ce monsieur, quoi, vraiment. Et pour moi, c'est ça, c'est la grande force du film, c'est qu'il arrive à prouver la force de Noël sans utiliser un élément de fantastique. Et c'est génial. Vraiment, ça fait un bien fou dans les films de Noël de voir ça. Donc voilà. Moi, c'est vraiment un film que j'apprécie beaucoup pour ça. Malgré sa baisse de rythme à un moment du film, malgré quelques défauts un petit peu aussi de l'époque, certains acteurs qui cabotinent un petit peu et tout. Et malgré aussi, il a un petit peu vieilli quand même, le film, faut se l'avouer. Mais c'est un film à l'image de son personnage principal, donc de ce Père Noël, généreux. Ok. Tout simplement. Ok. Je sais pas grand chose de plus à dire sur ce film. Ça paraît concis, honnêtement, je pense pas avoir d'autres questions. Juste, vu que c'est un vieux film, tu sais comment il a été tourné ou pas ? Genre c'était du 35 ou... Je sais pas, non, je me suis pas allé me renseigner plus là-dessus. Je pense que oui, c'est du 35 mm. Ok. Bah écoute... Non, moi je voulais dire, c'est vrai que tu dis souvent que tu prends des risques et des fois je suis un peu moins d'accord. Mais sur celui-là, c'est vrai que sortir un film en noir et blanc de 47 pour Noël, là, j'avoue que je te rejoins, c'est... Ouais, c'est une grosse prise de risque. Sur la figure du Père Noël. Et sur la figure du Père Noël. Face à Frigo. Mais franchement, c'est un bon film. C'est peut-être pas le meilleur film de Noël, c'est peut-être pas le meilleur film du monde, mais c'est un bon film. Genre, vraiment, il m'a fait un bien fou, entouré dans mon plaid avec ma tisane, mes chats. Ça m'a fait un bien fou. C'est un film... Et puisque vous savez pas, mais Louis a 74 ans. C'est un peu ça. Non, mais vraiment, c'est vraiment le film parfait pour aussi te mettre dans l'ambiance de Noël, en fait. Avec ton chocolat chaud, ta tisane ou je ne sais quoi. Mais voilà, et du coup, ça en fait un bien fou, quoi. Ok. Écoute, je pense pas avoir plus de questions. Moi non plus. Et bah, écoute, à toi, tu veux enchaîner ? Bah ouais, je vais conclure tout ça. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai envie de parler rapidement une nouvelle fois de l'animation, que moi je trouve magnifique, et que c'est comme on disait, c'est une animation qu'on retrouve un type d'animation que j'ai pas vu ailleurs. C'est un peu au style d'un genre Paper Mario, si tu vois la gueule de Paper Mario. Pas du tout. Non, je vois pas la gueule de Paper Mario. C'est pas du style Paper Mario. Ce serait du style d'un Disney, en fait, si tu veux. Et en fait, c'est marrant parce que les Disney que tu as cités tout à l'heure, sur lesquels il a bossé, je me disais, ah ouais. Enfin, genre les personnages, ça semble évident au final que c'est le même mec. Et je crois que quand il a commencé à bosser chez Disney, il travaillait sur le personnage d'Hadès. Et j'ai quand même, tu vois les meilleurs liens. Méchants d'ailleurs. Ouais, mais Disney. Tu vois tout de suite les liens. Puis ça a l'air d'être vraiment son fort quand même, la création de personnages. Donc ça m'étonne pas qu'il a réussi à créer comme ça Klaus pour prendre la figure du Père Noël. Mais du coup, l'animation, moi je la trouve très belle. Donc
c'est dommage que Netflix n'ait pas refait des trucs comme ça depuis le 2019, mais on sait jamais. Là, ils ont sorti Scrooge cette année qui est pas du niveau. Là, ils ont quand même produit Pinocchio. Mais je veux dire, c'est pas ce même type d'animation, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est pourquoi ils ont pas... Après, bon, parce que à la base, c'est, j'imagine, projet de la société de Sergio Pablo, ou Pablo, je sais pas comment on dit. Mais oui, c'est vrai que cette année, Pinocchio, évidemment. Et voilà, donc l'animation, pour moi, c'est un gros point fort. Et comme on disait à l'épisode d'avant, que l'animation, c'est du cinéma tout court, je me disais, attends, on a dit ça, mais on a quand même pas pris de film d'animation hors l'épisode d'animation. Donc prenons un peu d'animation en dehors, parce que ça mérite. Voilà. Après, sur les thèmes, comme je disais, moi, je trouve qu'il arrive à questionner des trucs de manière très intelligente, tu vois. C'est pas simplet, j'ai envie de dire. Comme voilà, le fait de retrouver les bases de Noël, etc., c'est des thèmes intéressants. Aussi, comme je parlais à la base, c'est un fils de bourgeois qui fait rien et qui profite, et le fait de lui dire bon écoute, tu vas aller faire ça, et puis du coup il se questionne un peu sur tout ça, c'est aussi intéressant. Il y a le deuxième personnage, donc je disais qu'il avait rencontré Klaus, et aussi une femme qui s'appelle Alva, qui est professeure d'école, etc. Donc il y a aussi un thème sur l'école, sur le fait que comment dire, sur l'éducation, sur l'éducation, dans une zone défavorisée, c'est ça, et le fait de comment les enfants ça peut être intéressant vers l'école, d'utiliser l'école ou pas, parce que là c'est pas quelque chose en mode bon allez il faut aller à l'école, c'est vraiment les enfants à un moment qui, voilà, je sens en dire trop, qui demandent cette éducation, et encore une fois tout est bien imbriqué, tout est logique. Enfin, quand je dis cet aspect là, je me rends compte qu'en fait c'est amené de manière intelligente, je trouve, et que tout découle normalement et intelligemment. Il n'y a jamais quelque chose qui sort de nulle part où tu es en mode ah ok, ça bon, il fallait vraiment qu'ils le mettent mais ils savaient pas où, quoi. Donc l'écriture pour moi du scénario, c'est vraiment top. Je trouve que le film de ce côté-là est vraiment nickel. C'est le réalisateur qui a fait le scénario, c'est quelqu'un d'autre? Je pense, alors je vais te dire, laisse-moi 2 petites secondes. Je te les laisse. Ouais, il l'a écrit avec Zach Levis et Jim Mahoney, que je sais pas qui c'est, mais voilà. Et d'ailleurs, je crois que ce réalisateur travaille sur un autre film là en ce moment, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Amber, et qui devrait sortir un jour, je sais pas quand. On n'a pas de date, on n'a rien. Mais donc voilà. Donc tous ces thèmes-là sont super bien abordés, super bien réfléchis. Et après, je sais qu'en ce moment, moi, j'aime beaucoup les films doux. Je me rends compte que je suis un peu dans cette période où j'aime voir des films doux. C'est pour ça que je regarde les Snoopy. Que par exemple, il y a dernièrement, j'ai vu Marcel, dont on parle dans l'épisode 24, qui date, mais Marcel de Shell with Shoes On. En gros, Marcel, le coquillage avec des godasses. Et j'ai trouvé ça génial. En fait, en ce moment, moi, j'aime bien ce mood de tu te poses et c'est quelque chose de doux. Ça te donne envie de. Le grand méchant renard aussi. Ouais, le grand méchant renard, mais c'est encore un peu différent. Là, je trouve, c'est mignon, le grand méchant renard, mais il y a moins ce truc de douceur. Qui réchauffe le cœur un peu. Ouais, ou voilà, t'as envie de profiter des petits trucs de la vie. Et je trouve qu'il y a un peu ça aussi dans Klaus. Et donc, pour ça aussi que j'aime beaucoup. Puis, voilà, t'aimes pas Noël, j'ai envie de te proposer un film qui revient aux sources de tout ça. Mais non, mais c'est pas. Justement, je me suis dit, on va pas proposer un film qui parle de Noël et qui fait comme si bon voilà, c'est Noël, alors on va faire voilà truc féerique, truc bidule parce que c'est non. Ok, t'aimes pas Noël, mais voilà, là en fait, même si t'aimes pas Noël, finalement, on s'en fout un peu, j'ai l'impression, dans ce film. Oui. Ouais. Parce que c'est pas tout parle de Noël, mais c'est fait d'une manière un peu comme une quête de l'origine story et tout, et donc en fait à la fin, Noël ou pas, tout arrive tellement normalement que Noël ou pas, en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, donc, voilà pourquoi ce que je trouve intéressant avec le film. Il n'y a pas ce côté dans ton film, regardez, il faut aimer Noël. Il n'y a pas justement ce côté qu'on a souvent dans certains téléfilms de Noël où, en fait, j'aime Noël parce que c'est magique. Là, il n'y a pas ce côté-là. C'est magique, mais pas parce que c'est Noël. Après, il y a autre chose. Je sais pas, il y a cette douceur. Il y a quand même un peu le côté qui revient dans beaucoup de films de Noël, un peu le truc, même si là, c'est la création de Noël, mais le côté sauver Noël. Du coup, c'est pas sauver, en fait, mais c'est créer Noël. C'est créer Noël. Oui, en mais fait, c'est créer Noël. Mais... C'est pas sauver Noël, c'est même sauver tout un village. En fait, c'est créer communauté. Voilà, c'est ça. En fait, c'est créer quelque chose pour permettre à des gens qui ne se côtoient pas du tout et au contraire même qui se font la guerre depuis des... Ouais, mais il y a quand même des enjeux scénaristiques sur un truc à sauver, quoi. Oui, mais c'est pas sauver Noël. Oui, mais c'est pas... Ouais, je suis d'accord avec Louis là-dessus. Mais d'ailleurs, merci de me dire ça parce que ça me rappelle aussi au point de vue qu'il a sur les traditions. Parce que du coup, on pourrait dire, bon, c'est un film qui est pro-tradition et qui va... Voilà. Mais en fait, non, parce que c'est contrebalancé avec une autre tradition, du coup...
on la voit très rapidement, mais en gros, le village dont je te disais, c'est 2 clans qui se détestent et ils disent bah non, mais on se déteste, c'est comme ça depuis toujours parce que c'est une tradition en fait. Donc on peut pas faire autrement. Et donc en gros, je trouve ça super intéressant de partir en gros de créer Noël qui est à la base un truc, enfin au niveau de la tradition, c'est quand même c'est le summum, mais pour te contrebalancer en détruisant une autre tradition qui elle n'avait pas lieu d'être. Donc en fait il y a aussi un peu une critique des traditions en mode en fait la tradition elle est bien que si elle a un but réel et qu'en fait une vieille tradition, le fait d'être vieux et d'être une tradition depuis longtemps, en fait on s'en fout, c'est pas ce qui compte, c'est quel est le but de cette tradition, est-ce que ça apporte du bien, est-ce que ça apporte du mal, et donc ce rapport entre la tradition qui est créée de Noël et aussi en même temps à côté la critique des autres traditions, je trouve que c'est ultra intéressant de comment ils se positionnent vis-à-vis de tout ça. Donc en vrai pour un film qui a l'air d'être juste un film de Noël simple pour enfants, film d'animation, je dis pas que film d'animation c'est film pour enfants mais vous m'avez compris, et ben en fait je trouve que tous les sujets qu'il aborde, etc., c'est beaucoup plus... bon, c'est pas non plus Socrate qui écrit j'en sais rien, tu vois, mais je trouve que tout est super intelligent. C'est un film très complet, moi, je trouve. Mais c'est ça, et tous les thèmes qu'il aborde sont géniaux, et mine de rien, tu te questionnes en fait sur plein de trucs, et tu te dis, ah putain, mais oui, d'accord. L'aspect tradition, l'éducation, le fait d'être un anti, etc., et en fait, comment tu veux que j'aime pas ce film, en fait, avec tout ça, finalement? Ok. Donc, voilà. Et c'est un peu chiant qu'il ait choisi ce film parce qu'il est vraiment très très bon et je pense que DK va gagner encore une fois. Mais écoute, on verra. Après, encore une fois, c'est on quand est même qu'à en appréciation. Hein. Donc, et je voulais rebondir. Tu parlais de l'animation et tout, mais le chara-design aussi, je le trouve génialissime. Les dessins sont vraiment très très beaux et tout. Le design de Klaus est génialissime. Enfin, tous les personnages en plus sont peut-être un peu caricaturés en dessin et tout. Et j'aime beaucoup moi. Ah non mais j'aime beaucoup parce que vraiment, depuis le début que vous me parlez de Klaus, je vois un poisson. Vraiment, ça me termine à chaque fois. Mais en plus c'est drôle parce que quand tu commences le film, la première fois que tu vois Klaus, tu te dis ah c'est le Père Noël. Et en fait il y a quand même un temps avant que ça arrive et que tout se crée. Ouais. Donc tu te dis c'est bizarre, il y a un mec qui s'appelle Klaus qui ressemble au Père Noël mais aucun rapport quoi. Et d'ailleurs à la fin quand il prend un peu son rôle de Père Noël, tu te dis c'est Klaus, tu vois. Enfin. Ouais il y a et vous inquiétez pas c'est pas du spoil mais c'est enfin moi j'adore ce film. Franchement il est vraiment génialissime. Ouais. Vraiment. Donc, voilà. Ok. J'espère j'ai envie de le remater. Vous l'avez vendu tous moi les aussi, trois. J'ai eu la semaine dernière, donc. Ok. Bah écoute, voilà. En gagnant pour ce tour, je pense que c'est toi parce que vous l'avez vendu à 3. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Ouais, on s'est pas aidé là. Ouais, on s'est un peu tiré dans les pattes. Là, vous m'avez bien aidé, à moi. C'est ce qui compte. Je pense qu'il y a le film de Louis après et après celui de Pauline. Voilà. Du coup que le film de Pauline gagne parce qu'il a quasiment été le film qui t'a le moins parlé. Mais du coup, ça serait intéressant. Enfin. J'ai fait exprès de prendre un film qui justement est un peu en dehors de l'esprit de Noël et qui parle aussi d'autres choses, comme c'est pas forcément ce que Frigo kiffe. Mais j'espère ne pas tomber non plus dans leur sujet. Après, à mon sens, non. Mais faut pas voir ce que j'aime, mais voir ce qui rentre dans le thème. C'est surtout ça le plus intéressant. Les deux. Parce que je crois qu'on a tous envie de gagner autour de cette table. À mon sens, je suis dans le thème. En tout cas. À mon sens, Pauline n'est pas dans le thème. Je l'ai pas vu, mais du coup, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas dans le thème. À partir du moment où t'as des sapins de Noël, des guirlandes et un Père Noël qui dit bienvenue. C'est vrai que t'es quand même plutôt dans le thème, je suis d'accord. Écoutez. Je pense qu'on peut conclure. On peut conclure. Alors, on va conclure en vous redisant tout simplement déjà que Studio 7 est le podcast de l'association Super 7. Donc si vous avez envie de nous soutenir, parce que si vous en écoutez jusque-là, c'est soit que vous êtes très... vous continuez à écouter quelque chose que vous n'aimez pas, et dans ce cas-là, bravo à vous, et beaucoup de respect, voilà, mais, ou alors c'est que vous nous avez aimés. Et dans ces cas-là, si vous voulez nous soutenir, que vous pouvez évidemment, je vais laisser Pauline faire son speech promotion habituelle. Voilà. Oui, du coup, vous pouvez adhérer à Super 7, tout simplement. C'est une adhésion à 10 € pour 1 an. Ça vous donne accès à des petits avantages, des petites exclusivités de l'asso. Et puis nous, mine de rien, ça nous aide beaucoup pour continuer de développer des projets. Là, on a pu acheter des micros, par exemple. Voilà, c'est plein de choses comme ça. On a un peu d'actualité sur cette fin d'année parce que justement on est un peu en moment de réflexion pour bien démarrer 2023, donc je vous invite surtout à aller voir sur le site super7.fr, c'est un peu tout résumé et puis justement il y a le lien vers nos adhésions. Il reste des chaussettes ? Il en reste encore très peu, mais il en reste encore. Je crois que c'est comme la dernière fois, il en reste une ou deux paires. Mais oui, ça veut dire que les gens... Quoique Justin m'a demandé de lui en mettre de côté, donc...
Aïe. Va falloir que je recompte. Voilà, donc 10 € pour adhérer, 1 € en plus pour les chaussettes s'il en reste. Ouais. À côté de ça, je vais évidemment vous donner les réseaux du podcast. On a Twitter et Instagram, vous pouvez nous retrouver sur Studio 7 Pod. Et on a aussi Letterboxd, où vous pouvez nous retrouver sur Studio 7, sans espace entre le studio et le 7. Letterboxd, dans lequel on fait des listes, et on doit dire que l'épisode dernier, la liste d'animation, donc c'est des listes qu'on fait en collaboration avec vous. Donc c'est-à-dire, si vous avez aimé l'épisode, normalement vendredi, on va ouvrir cette nouvelle liste où vous allez pouvoir nous proposer vos films de Noël que vous aurez choisis. Mais voilà, en tout cas, la liste d'animation, elle est là, et elle a beaucoup de films, je crois plus de 80. Oui. C'est vraiment le record. Donc, c'est pas mal. Ouais, franchement, donc si vous cherchez des films d'animation, allez-y. Et puis il y a vraiment des trucs que je m'attendais pas à voir, ou que même je connaissais pas plus que ça. Donc heureusement qu'on est là fourni, pour reposer les bases, parce que tout le monde avait oublié Shrek, quoi. Enfin, ouais, heureusement t'étais là, ouais, c'est vrai. Waouh. Après, Shrek, on en avait parlé dans l'épisode aussi un peu. Oui, mais donc, quand même. Mais c'est vrai, t'as Et raison. c'est vrai que c'est très éclectique en tout cas comme liste. Ouais, complètement. Donc voilà, aussi dans quelques jours, vous pourrez venir pour voter sur le film que vous avez préféré, ou en tout cas que vous avez le plus convaincu. Donc sur Twitter et Instagram. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Si vous nous avez écouté jusque-là et que du coup vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à noter sur Spotify et je crois Apple Music, je crois que Deezer c'est pas possible. Et voilà, conseiller à vos proches s'ils aiment le cinéma, les podcasts, leur dire voilà, bon, ça fait toujours plaisir et puis c'est important pour nous. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, ouais. parce que on les lit et on en parle entre nous pour pouvoir proposer le meilleur format possible. Donc ouais, on discute pas mal en ce moment pour essayer d'améliorer le format sur quelques aspects. Donc n'hésitez pas, c'est toujours avec plaisir. Et donc on va peut-être finir, si je n'ai rien oublié, avec un petit tour de table. On pourra donner nos réseaux si les gens veulent nous retrouver. Ouais. Tu veux commencer, Frigo? Ouais, si tu veux. Du coup, moi, c'est sur Twitter, @FrigoBeats, avec un S parce qu'il y a plusieurs beats. Et sur Instagram, c'est AL-8 ou underscore SIIM. Voilà. Et j'ai un Letterboxd, mais je le connais toujours pas. Donc voilà. C'est. On avait dit la dernière fois Frigo underscore. underscore, ouais. Bah voilà. De toute façon, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Hein. Ouais. Ou alors, vous pouvez aussi aller sur notre Twitter. Et on a un Linktree, donc qui regroupe tous nos liens, toutes les plateformes, en tout cas les plus connues. Parce qu'on est aussi sur YouTube. Voilà, mais de toute façon, si vous nous écoutez, c'est que vous avez réussi à nous écouter quelque part. Mais voilà. Mais c'est bien de savoir qui est sur YouTube pour le conseiller. C'est vrai. Tout est plus proche des des gens amis. Ouais. Après, si vous avez l'occasion de l'écouter sur les plateformes, c'est mieux pour les stats. Mais, mais oui, si vous écoutez sur YouTube, on vous aime quand même. Moi, mes réseaux, sur Twitter, c'est Polynôme _ et sur Instagram, c'est Pauline _ Janon, JA2NON, et sur Letterboxd, c'est Melvin Udall, tout attaché, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Louis? Moi, ça va être très simple, parce que sur Twitter, Instagram et Letterboxd, c'est la même chose. C'est loulou-8 McDuck, tout simplement. C'est vrai que je disais notre loulou-8 McDuck national. Et en référence à Loulou McDuck de la bande à Picsou, bien entendu. Et toi Deka? Oh là là, à l'unisson. Et moi, c'est DK24 _ sur Twitter et DK24 sur Letterboxd. Si je dis pas de bêtises, tout est bon. Ça change à chaque fois. Ouais, non, j'ai du mal, mon cerveau veut pas. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Bah écoute, j'ai envie de conclure en disant d'écouter l'album de SZA parce que j'en parle de partout. Donc, si je peux le caler de manière ultra hors sujet. En conclusion. Si je peux dire encore plus hors sujet, il y a tellement de sorties que je saurais pas à qui conseiller quoi. Genre, voilà, donc c'est pour ça. Écoutez SZA, c'est SZA. Ouais. C'est des joyeuses fêtes surtout. Oui, c'est vrai, bonne fête. C'est vrai. On se retrouve, dernier épisode de l'année. Dernier épisode de l'année, donc on se retrouve l'année prochaine. Début janvier, parce qu'après on sera en 2023. Avec des nouveaux thèmes. Et donc voilà. Et ouais. Bah allez. Au revoir. À plus, salut. Cut.